Chapitre 10. Jenny Driver. Nous nous rendîmes ensuite chez le médecin dont l'adresse nous avait été donnée par la bonne de Miss Adams. C'était un petit vieillard remuant d'une personnalité plutôt vague. Il connaissait Poirot de réputation et exprima son plaisir de le voir en chair et en os. « Eh bien, monsieur Poirot, que puis-je faire pour vous être utile ?» lui demanda-t-il. « Ce matin, docteur, vous avez été appelé au chevet de Miss Carlotta Adams. »« Oui. Pauvre fille. Excellente actrice. Quelle triste fin. Pourquoi tant de jeunes femmes de talent s'adonnent-elles aux stupéfiants? Vous croyez qu'elle prenait des stupéfiants? Professionnellement, je ne devrais peut-être pas le dire. En tout cas, elle ne recourait point aux piqûres. Je n'ai relevé aucune trace d'aiguille sur l'épiderme. Elle n'absorbait peut-être pas de Véronal chaque soir, mais il est évident qu'elle en usait depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qui vous le fait penser? Ceci. Ah, diable, où donc l'ai-je fourré? Il fouilla dans une petite valise. Ah, voici! Il nous montra un sac à main en maroquin noir. Il y aura une enquête, cela va de soi. Aussi ai-je jugé bon d'emporter ceci, de crainte que la bonne n'y touchât. Il retira du sac une petite boîte en or sur laquelle se lisaient les initiales CA en rubis. Il l'ouvrit, la boîte était presque pleine d'une poudre blanche. Du Véronal, expliqua-t-il. Regardez ce qu'il y a écrit dedans. À l'intérieur du couvercle était gravée cette inscription. Souvenir de D à CA Paris, le 10 novembre. Doux rêve. Le 10 novembre, murmura Poirot. Parfaitement, et nous voici en juin. Son habitude de la drogue date au moins de 6 mois, et comme l'année ne figure point, elle pourrait aussi bien remonter à 18 mois, 2 ans et demi. Paris. D, répéta Poirot, songeur. Oui. Cette indication vous met-elle sur la voie? À propos, je ne vous ai point demandé à quel titre vous vous intéressez à cette affaire. Probablement... Avez-vous de bonnes raisons? Vous voudriez savoir s'il s'agit d'un suicide? Je n'ose rien affirmer. Nul d'ailleurs ne saurait vous le dire. D'après la domestique, Miss Adams était hier d'excellente humeur. Je pencherais plutôt pour l'hypothèse de l'accident. Les effets du Véronal sont très capricieux. Vous en prenez de fortes doses impunément, et parfois une dose infime suffit à vous plonger dans le sommeil éternel. Je considère l'usage de ce narcotique comme extrêmement dangereux. Sans aucun doute, l'enquête conclura-t-elle à une mort accidentelle. Désolé, monsieur Poirot, de ne pouvoir vous fournir d'autres renseignements. Voulez-vous me permettre d'examiner le contenu du petit sac de Miss Adams? Volontiers. Poirot vida le sac de maroquin sur la table. Il en tira un mouchoir de batiste aux initiales CMA, brodé dans un coin, une houppette à poudre, un bâton de rouge, un billet d'une livre sterling avec quelques menus monnaies, et des lunettes au verre cerclées d'or et d'une forme strictement classique. Poirot examina ce dernier objet avec curiosité. « Tiens, j'ignorais que Miss Adams se servit de lunettes, peut-être les mettait-elle seulement pour lire. » Le docteur prit l'objet et l'examina. « Non, ce sont des verres pour le dehors, » affirma-t-il. « Des verres très grossissants. Leur propriétaire doit être très myope. » Vous ne savez pas si Miss Adams... Jusqu'ici, je ne l'ai jamais soignée. Je n'ai été appelé qu'une seule fois chez elle, un jour que la bonne s'était blessée au doigt. Miss Adams, que je vis à cette occasion, ne portait certainement pas de lunettes. Poirot remercia le médecin et nous prîmes congé. Mon ami paraissait fort intrigué. « Sans doute me suis-je fourvoyé, observa-t-il. Au sujet de la substitution de personnalité. Non, ce fait reste acquis. Je veux parler de la mort de Miss Adams. De toute évidence, elle avait du Véronal sous la main et, se sentant lasse et énervée hier soir, elle en aura absorbé une forte dose pour s'assurer une bonne nuit de sommeil. » Il s'arrêta brusquement et, à la grande surprise des passants, frappa dans ses mains. « Non, non, non et non !» déclara-t-il. Pourquoi un accident se produirait-il précisément à un moment si propice? Il ne s'agit ni d'un accident, ni d'un suicide. Non. En jouant son rôle dans l'affaire, Carlotta avait signé son arrêt de mort. On a choisi le Véronal simplement parce qu'on savait qu'elle en prenait parfois et en possédait une boîte. En ce cas, le meurtrier devait la connaître intimement, qui est D. Hastings. Je donnerais gros pour le savoir. Poirot, lui dis-je, comme il restait planté sur le trottoir, nous ferions mieux d'avancer. Tout le monde nous regarde. Ah! Vous croyez? Cela ne me dérange nullement. Du reste, prenons un taxi. Il agita sa canne vers un chauffeur qui passait et lui demanda de nous conduire chez Geneviève, Moffat Street.
Geneviève était une de ces entreprises de mode qui s'annoncent par un chapeau féminin de forme excentrique, garni d'une écharpe et exposé dans une boîte de verre. On accédait à son centre d'activité, situé au premier étage de l'immeuble, par un escalier prétentieusement orné. Nous lûmes sur l'écriteau de la porte. Geneviève. Entrée sans frapper. Nous nous trouvâmes dans une petite pièce encombrée de chapeaux. Une blonde créature d'allure imposante s'avança vers nous en jetant à Poirot un regard soupçonneux. Miss Dare? Miss Driver, je ne sais si madame est visible. Que lui voulez-vous? Veuillez dire à Miss Driver qu'un ami de Miss Adams désire lui parler. La créature blonde n'eut pas le temps de s'acquitter de cette mission. Un rideau de velours s'agita violemment et une petite femme vive, aux cheveux flamboyants, apparut. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Est-ce à Miss Driver que j'ai l'honneur de parler ?»« Oui. »« Qu'y a-t-il au sujet de Carlotta ?»« Comment? Vous ne savez pas la triste nouvelle ?»« Quelle triste nouvelle ?»« Miss Adams est morte cette nuit pendant qu'elle dormait. Elle a dû absorber une trop forte dose de Véronal. » La jeune femme ouvrit de grands yeux. « Mais c'est affreux! Pauvre Carlotta! Je ne puis le croire. Hier encore, elle était pleine de vie et de santé. » Pourtant, c'est la vérité, mademoiselle. Il est maintenant 1 heure. Si vous vouliez nous faire l'honneur, à mon ami et à moi, d'accepter de déjeuner avec nous, nous vous en serions reconnaissants. Je tiendrai à vous poser plusieurs questions. La jeune femme examina Poirot des pieds à la tête. Douée d'une nature combative, elle évoquait pour moi un roquet prêt à mordre. « D'abord, qui êtes-vous » demanda-t-elle d'un ton hargneux. « Je m'appelle Hercule Poirot, et je vous présente mon ami, le capitaine Hastings. » Je m'inclinai. « J'ai entendu parler de vous, dit-elle brusquement. Je vous suis. » Elle appela la grosse blonde. « Dorothy. »« Oui, Jenny. Mrs. Lester va venir essayer le modèle Rose Descartes qu'elle a commandé. Faites-la patienter. Je ne serai pas longue. À tout à l'heure. » Elle prit un petit chapeau noir, le plaça sur l'oreille, se poudra le nez, puis se tourna vers Poirot. « Me voici prête. » 5 minutes plus tard, nous étions assis dans un petit restaurant de Dover Street. Poirot avait donné des ordres aux garçons et on nous servit des cocktails. « À présent, » dit Jenny Driver, « je voudrais savoir le fin fond de l'affaire. Dans quel guêpier est allée se fourrer cette pauvre Carlotta? Elle a donc été mêlée à une intrigue quelconque, mademoiselle. »« Ah ça! Qui doit poser des questions, vous ou moi? » ?»« Excusez-moi, mademoiselle, mon intention était de le faire moi-même, » répondit Poirot en riant. « D'après ce qu'on m'a dit, Carlotta et vous étiez de grandes amies? » ?»« Certes. Eh bien, mademoiselle, sachez tout d'abord que j'agis avec le ferme dessein de défendre la mémoire de votre amie défunte. Je vous en donne ma parole d'honneur. » Jenny Driver réfléchit un instant, puis elle fit un léger signe de tête et répondit « Je vous crois. Allez-y, que désirez-vous savoir? Il paraît que votre amie a déjeuné avec vous hier. » « C'est exact. » « Vous a-t-elle informé de son programme pour la soirée? » « Pas précisément. Mais elle vous a mis au courant de certaines choses? » Elle m'a parlé en effet de différents projets ayant sans doute quelque rapport avec ce qui vous amène. Ne perdez pas de vue qu'elle m'a dit cela à titre confidentiel. C'est entendu, mademoiselle. Voyons. Mieux vaut que je vous raconte cela à ma manière. Comme il vous plaira, mademoiselle. Eh bien, voici. Carlotta m'a paru très agitée, contrairement à son habitude. Elle n'a rien voulu préciser, sous prétexte qu'elle avait promis le secret. Mais quelque chose lui trottait par la tête. J'ai dans l'idée qu'il devait s'agir d'une mystification énorme. Une mystification? C'est le mot qu'elle a employé. Elle ne m'a donné aucun détail. Mais, ici, Jenny Driver fronça le sourcil. Carlotta, d'un caractère plutôt sérieux, se consacrait entièrement à son travail et ne goûtait guère les farces. Il a fallu, à mon avis, que quelqu'un la poussât. Je pense. Remarquez bien qu'elle ne me l'a pas dit. Je comprends. Que pensez-vous, mademoiselle? Je pense, j'en suis presque certaine, que Carlotta en faisait plutôt une question d'argent. En réalité, Carlotta était assez intéressée. Elle avait un sens aigu des affaires. Il devait s'agir d'une forte somme à toucher, car j'ai rarement vu mon amie aussi enthousiaste. J'eus l'impression qu'elle avait fait un pari et était presque sûre de gagner. Et pourtant, cela m'étonnait. Carlotta ne jouait jamais. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'il était question d'argent. Elle ne vous a rien confié? Non. Mais elle me parla de ses projets d'avenir. Elle ferait venir sa sœur d'Amérique et elles vivraient ensemble à Paris.
Elle adorait sa jeune sœur, une musicienne, mais de santé fragile. Voilà tout ce que je sais. Est-ce suffisant? Poirot fit un signe de tête affirmatif. Oui, cela confirme mes hypothèses. Je me doutais bien que Miss Adams serait liée par le secret. Toutefois, je me figurais qu'étant femme, elle oublierait sa promesse en bavardant avec une amie intime. J'ai essayé de la faire parler, avoua Jenny, mais elle riait, disant qu'elle me raconterait tout plus tard. Poirot, au bout d'un instant, reprit. Avez-vous entendu parler de Lord Edgware? L'homme qui a été assassiné? Oui. Savez-vous si Miss Adams le connaissait? Je... Ah! J'y suis! Attendez! Carlotta a prononcé ce nom une fois d'un ton haineux. Haineux? Oui. Elle disait que ce genre d'individus, par leur cruauté et leur égoïsme, empoisonnent l'existence d'autrui, et que s'ils mouraient, ce serait un bienfait pour la société. Quand vous a-t-elle dit cela, mademoiselle? Il y a environ un mois. Et à quel propos? Jenny Driver se creusa la cervelle quelques instants puis secoua la tête. Impossible de me le rappeler. Sans doute parlait-on de Lord Edgware dans le journal. Je me souviens que j'ai trouvé bizarre la sévérité de Carlotta envers cet homme, qu'en somme, elle ne connaissait pas. En effet, observa Poirot, puis il demanda « Savez-vous si Miss Adams avait l'habitude de prendre du Véronal ?»« Ma foi, non. Je n'ai jamais vu mon ami prendre de drogue et je ne l'ai jamais entendu en parler. » « N'avez-vous pas vu dans son sac à main une petite boîte en or portant des initiales en rubis? C.A. Une petite boîte en or? Non. Savez-vous où se trouvait Miss Adams en novembre dernier? Laissez-moi me souvenir. En novembre, elle est repartie pour les États-Unis, vers la fin du mois, il me semble. Auparavant, elle vivait à Paris. Seule. Évidemment. Carlotta n'était pas de ces sortes de femmes qui courent les aventures. Mademoiselle, je vais vous poser une question importante. Y a-t-il eu un homme dans la vie de Miss Adams? Ma réponse sera non. Depuis que je la connais, je l'ai toujours vue absorbée par son travail et le souci de sa jeune sœur. Elle se considérait comme chef de famille et prenait ses responsabilités à cœur. Donc, strictement parlant, je répondrai non. Et parlant un peu moins strictement, suggéra Poirot. Cela ne m'étonnerait pas que récemment, Carlotta ait une petite affaire sentimentale. Ah! Remarquez-le bien, tout ceci n'est que supposition de ma part. Depuis quelque temps, je la trouvais changée, distraite. Ce n'est qu'une impression personnelle et je puis fort bien me tromper. Merci, mademoiselle, dit Poirot. Encore un détail. Miss Adams avait-elle une amie dont le nom commence par D? D, dit Jenny Driver, pensive. D. Je ne vois personne. Chapitre 11. Une belle égoïste. Poirot ne s'attendait pas, j'imagine, à une autre réponse. Cependant, il hocha tristement la tête et demeura un moment perdu dans ses pensées. Jenny Driver se pencha vers lui, les coudes sur la table. « Et maintenant, monsieur Poirot, consentiriez-vous à m'apprendre quelque chose? » « Mademoiselle, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter. Vos réponses font honneur à votre intelligence. Vous êtes une femme de valeur. Pour le moment, je ne puis vous révéler que quelques faits. » Après une pause, il parla d'une voix calme. Cette nuit, Lord Edgware a été assassiné dans son salon-bibliothèque. À 10 heures du soir, une femme que je soupçonne être votre amie Carlotta Adams s'est présentée chez lui sous le nom de Lady Edgware. Elle portait une perruque blonde et s'était maquillée à la ressemblance de la véritable Lady Edgware, qui, vous le savez probablement, n'est autre que Miss Jane Wilkinson, la célèbre artiste. Miss Adams, si c'était elle, ne resta que quelques minutes. Elle quitta la maison de Lord Edgware à 10h05, mais ne rentra chez elle qu'après minuit. Elle se coucha après avoir absorbé une forte dose de Véronal. À présent, mademoiselle, vous comprenez pourquoi je vous ai posé certaines questions. Jenny poussa un profond soupir. Oui, je comprends à présent, et je crois que vous avez raison, monsieur Poirot. Ce doit être elle qui est allée chez Lord Edgware. Elle a acheté un chapeau neuf hier. Ah, oui, et elle désirait qu'il cachât le côté gauche du visage. Ici, je me permettrai quelques mots d'explication, car j'ignore quand ces lignes seront lues. J'ai déjà vu se succéder plusieurs modes de chapeau féminin. La cloche qui dissimulait le visage à tel point qu'il était presque impossible de reconnaître ses amis, la toque qui descend sur le front, le bibi qui se met de côté, le béret, et bien d'autres. En ce mois de juin où ces événements se passent, le chapeau à la mode affectait la forme d'une assiette à soupe renversée et se portait fixé, comme par succion, sur une oreille,
laissant l'autre côté de la figure et de la tête entièrement livrés au regard. Il me semble que les chapeaux se portent sur l'oreille droite. Opt, observa Poirot. La petite modiste acquiesça d'un signe de tête. Nous en réservons toujours quelques modèles pour nos clientes qui, par goût personnel, désirent se coiffer du côté gauche, Fryer expliqua-t-elle. Carlotta avait-elle une raison particulière de choisir un chapeau qui dissimula le côté gauche de son visage? Je me souvins alors que la porte d'entrée de la maison de Regent Gate s'ouvrait à gauche, de sorte que le visiteur ne pouvait échapper de ce côté-là à l'attention du maître d'hôtel. Je me rappelais également que Jane Wilkinson, je l'avais remarqué l'autre soir, était affligée d'un léger signe de la peau au coin de l'œil gauche. Je communiquai ces réflexions à Poirot qui approuva. « C'est vrai, vous avez parfaitement raison, Hastings. Voilà qui explique le choix du chapeau. » Jenny se redressa soudain. « Monsieur Poirot, dit-elle, vous ne soupçonnez pas au moins Carlotta d'avoir commis le crime? Ce n'est point parce qu'une fois elle a mal parlé devant moi que vous pourriez vous imaginer. Non, non, mais il est tout de même curieux qu'elle vous ait fait ces confidences. Je voudrais connaître le motif de son ressentiment contre Lord Edgware. Que savait-elle sur cet homme pour qu'il lui ait inspiré un tel jugement? Je n'en sais rien, mais je donnerais ma tête à couper qu'elle ne l'a pas tué. Oh, elle était trop raffinée. Bravo, approuva Poirot. Vous exprimez excellemment ma façon de penser. Dans un meurtre, la psychologie de l'assassin entre en jeu. Ici, nous sommes en présence d'un crime scientifique. Scientifique? Oui, le meurtrier savait exactement l'endroit où il devait frapper pour atteindre les centres vitaux à la base du crâne. Peut-être est-ce un médecin, observa Jenny. Miss Adams comptait-elle un médecin au nombre de ses amis? Jenny secoua la tête. Pas en Angleterre, en tout cas, car elle m'en aurait sûrement parlé. Encore une question. Miss Adams portait-elle des lunettes? Des lunettes? Jamais de la vie. À propos, Miss Adams connaissait-elle Brian Martin? Demanda Poirot. Oh oui, elle l'a connu tout enfant, mais il ne se voyait plus que rarement. Carlotta le trouvait trop infatué par le succès. Jenny consulta sa montre et poussa un cri. « Je me sauve! Vous ai-je été de quelque utilité, monsieur Poirot? » N'en doutez pas, mademoiselle, et j'aurai même encore recours à vos services. Quand bon vous semblera, monsieur Poirot. Elle nous donna une vigoureuse poignée de main, ses dents blanches étincelèrent dans un sourire, puis elle nous quitta. Une jeune personne très intéressante, observa Poirot en réglant l'addition. Elle m'est sympathique, dis-je. Il est toujours agréable de parler à une jeune femme d'esprit vif. Un peu sèche, peut-être. La mort de son ami ne paraît pas l'avoir bouleversée comme je m'y attendais. Évidemment, elle n'a rien de commun avec ces femmes qui sans cesse fondent en larmes. Avez-vous tiré de cette entrevue tout ce que vous escomptiez? Poirot hocha la tête. Non, j'en escomptais davantage. J'espérais déceler la personnalité de Dee, l'énigmatique Dee, qui a offert la petite boîte en or à Carlotta Adams. Malheureusement, Carlotta était une femme discrète qui ne divulguait à personne ses affaires de cœur. D'autre part, la mystification a pu lui être proposée par une connaissance de hasard qui lui aura offert une importante somme d'argent. Cette personne, ayant aperçu la boîte en or que Carlotta portait dans son sac, aura réussi à découvrir ce qu'elle contenait. Mais comment est-on parvenu à lui faire absorber une aussi forte dose de Véronal? Et quand? Souvenez-vous que l'appartement resta ouvert pendant que la bonne se rendit à la poste. J'avoue que cette hypothèse est loin de me satisfaire. Elle laisse trop de place à l'imprévu. Allons, remettons-nous à l'ouvrage. Il nous reste 2 faits à vérifier. Lesquels? Le premier est le coup de téléphone à un numéro du central de Victoria. Il est probable que Carlotta aura voulu annoncer son succès aussitôt rentrée chez elle. Où donc se trouvait-elle entre 10h05 et minuit? Peut-être à un rendez-vous avec l'instigateur de la supercherie, auquel cas l'appel téléphonique aurait plutôt été adressé à une personne amie. Et la seconde piste? Il s'agit de la lettre envoyée par Carlotta à sa jeune sœur. Il est possible, je dis seulement possible, que dans cette lettre, Carlotta ait tout raconté en détail, sans pour cela manquer à sa promesse, la missive ne devant parvenir à destination qu'une semaine plus tard. Voilà qui serait merveilleux. Ne fondons pas trop d'espoir là-dessus, Hastings. Ce serait simplement du hasard.
Pour le moment, étudions l'autre aspect du crime. Qu'appelez-vous l'autre aspect? L'ensemble de ceux à qui profite le décès de Lord Edgware. Je haussai les épaules. À part son neveu et sa femme. Et celui qui voulait épouser sa femme, ajouta Poirot. Le duc, il est à Paris. Oui, cependant, vous ne nierez point qu'il avait tout intérêt à la suppression du mari. Restent les gens de la maison, le maître d'hôtel, les autres domestiques. Qui sait les griefs qu'ils nourrissaient contre leur maître? Il me semble que nous ferions bien de revoir Mrs. Jane Wilkinson. Peut-être pourrait-elle nous inspirer quelques bonnes idées. Une fois de plus, nous nous rendîmes au Savoie. La dame était entourée de cartons et de papiers de soie. De nombreux voiles de deuil garnissaient les dossiers des chaises. L'air grave, Jane essayait encore un chapeau noir devant sa psyché. « Tiens, c'est vous, monsieur Poirot. Prenez la peine de vous asseoir, du moins si vous trouvez un siège disponible. Élise, débarrassez les chaises, je vous prie. »« Vous êtes ravissante, madame, » lui dit Poirot. Elle ne se départit point de son sérieux. « Monsieur Poirot, je ne cherche point à jouer la veuve éplorée. Toutefois, il faut se conformer aux convenances. À propos, j'ai reçu un télégramme très touchant du duc de Merton. Ce télégramme venait de Paris? Oui, de Paris. Plein de réticences et adressé sous forme de condoléances, mais tourné de telle façon que je puisse lire entre les lignes. Madame, toutes mes félicitations. Jane Wilkinson joignit les mains, sa voix s'adoucit et je fus frappé par l'angélique pureté de ses traits. Monsieur Poirot, dit-elle, si vous saviez comme je suis heureuse, je nage en pleine félicité. Tous les obstacles s'écroulent d'eux-mêmes. Devant moi s'ouvre une nouvelle voie droite et splendide. Je rends grâce à la Providence. Je demeurai abasourdi. Poirot, la tête penchée de côté, considérait Jane Wilkinson. « Alors, madame, vous jugez que tout est pour le mieux? » ?»« Oui, tout s'arrange à mon gré. Plusieurs fois ces temps derniers, je me suis dit, si au moins Lord Edgware disparaissait. Et le voilà mort. C'est miraculeux. » Poirot s'éclaircit la voix. « Madame, je ne puis considérer le meurtre de votre mari d'un point de vue aussi optimiste. Quelqu'un a tué Lord Edgware. Ne vous êtes-vous pas demandé qui pouvait être le coupable? C'est certain. » Elle dévisagea Poirot. « Que m'importe? Après tout, cela ne me regarde pas. Le duc et moi, nous pourrons nous marier dans quelques mois. » Poirot se contint avec peine. « Je le sais, madame. Mais en dehors de cela, ne vous est-il pas venu à l'idée de vous demander qui avait tué votre mari? » Ma foi, non. Elle paraissait surprise que Poirot lui posât une pareille question. « Vous intéresserait-il de le savoir? » Pas tellement, je l'avoue. Je suppose que la police découvrira le meurtrier. Les détectives de Scotland Yard sont très habiles, n'est-ce pas? On le dit. Moi aussi, je suis chargé de rechercher l'assassin. Vraiment? Que c'est drôle. Pourquoi est-ce drôle? Je ne sais pas. Son regard se reporta sur les vêtements de deuil. Elle endossa un manteau de satin et s'étudia devant la glace. « Vous n'y voyez aucun inconvénient? » lui demanda Poirot. « Aucun. Au contraire, je souhaite de tout cœur vous voir réussir. Madame, vos vœux ne me suffisent pas. Je désire votre opinion. » Mon opinion? À quel propos? Qui, selon vous, aurait tué Lord Edgware? Je n'en ai aucune idée. Elle se tortilla devant la psyché et prit le miroir à main. Madame, proféra Poirot d'une voix forte, qui, croyez-vous, a tué votre mari? Cette fois, il atteignit son but. Jane sursauta et se retourna vers lui. Sans doute Géraldine, répondit-elle. Qui ça, Géraldine? De nouveau, l'attention de Jane s'était envolée. Élise, relevez un peu l'épaule droite de ce vêtement. Oui, comme cela. Géraldine est la fille de Lord Edgware. Non, Élise, seulement du côté droit. Voilà, cela va mieux. Vous partez déjà, monsieur Poirot? Je vous suis très reconnaissante de votre démarche au sujet de mon divorce, bien que par la suite, elle soit devenue inutile. Je ne saurais trop vous complimenter de votre diplomatie. Je ne revis Jane Wilkinson que 2 fois, un soir sur la scène et à un déjeuner où le hasard m'avait placé en face d'elle. Mais lorsque j'évoque le souvenir de cette grande artiste, je me la représente toujours telle qu'elle m'apparut lors de notre visite, absorbée par l'essayage de toilettes neuves et lançant d'une moue indifférente les mots qui devaient influencer les faits et gestes de Poirot au cours de l'enquête. L'esprit serein, elle se complaisait dans l'admiration de sa belle personne. « Épatant !» déclara Poirot lorsque nous nous retrouvâmes dans la rue. Chapitre 12. La fille de Lord Edgware. De retour à notre hôtel, nous trouvâmes une lettre adressée à Poirot et qui avait été portée à la main.
Qu'est ceci, Hastings? Un message de l'au-delà? Il tira le papier de l'enveloppe et me le tendit. Au haut de la feuille était gravée l'adresse 17, Regent Gate. L'écriture droite semblait très nette au premier abord, mais sa lecture offrait de réelles difficultés. Enfin, je déchiffrais. Cher monsieur, j'ai appris que vous êtes venu à la maison ce matin accompagné d'un inspecteur de police. Je m'excuse de n'avoir pu vous recevoir. Si cela vous convient, je vous prierai de me réserver quelques minutes à l'heure qu'il vous plaira cet après-midi. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées, Géraldine Marche. Voilà qui me paraît bizarre, déclarai-je. Pourquoi désire-t-elle vous voir? Vous me le demandez? Vous n'êtes guère poli, mon ami. Poirot avait cette manie exaspérante de plaisanter aux moments les plus critiques. Nous allons de ce pas chez cette demoiselle, Hastings. L'accusation irréfléchie de Jane Wilkinson me paraissait de plus en plus absurde. Il fallait être privé de sens commun, en effet, pour soupçonner Géraldine Marche d'avoir tué son père. Je fis part de mes réflexions à Poirot. La cervelle, mon ami. Qu'en faites-vous? Selon vous, Jane Wilkinson possède une cervelle d'oiseau, comparaison désobligeante dans le parler courant. Veuillez cependant considérer un moment la nature de l'oiseau qui accomplit parfaitement sa fonction dans la création. La belle Lady Edgware ignore l'histoire, la géographie et sans doute les classiques. Le nom de Lao Tse évoquerait pour elle un Pékinois primé à l'exposition canine et celui de Molière une maison de couture. Mais s'agit-il du choix des toilettes, de la réussite d'un mariage riche et avantageux, ou de sa satisfaction personnelle, elle se montre une femme supérieure. Je n'attacherai aucun prix à l'opinion d'un philosophe sur l'identité du meurtrier de Lord Edgware, tandis que l'accusation étourdie de Lady Edgware peut nous être utile. Parce qu'elle part d'un point de vue matériel basé sur la connaissance des instincts les plus méprisables de la nature humaine. Vous avez peut-être raison. Enfin, nous arrivons, dit Poirot. Je suis curieux de savoir ce que me veut Miss Géraldine. Je voulus le taquiner un peu. Miss Géraldine veut sans doute voir de près un phénomène unique au monde. C'est fort probable, me répondit avec sang-froid Poirot en sonnant à la porte. On nous fit monter au premier dans un grand salon. Au bout d'1 ou 2 minutes, Géraldine entra. Cette grande jeune fille élancée, aux profonds yeux noirs, me causa, en cette occurrence, une impression plus vive encore que la première fois. Malgré sa jeunesse, elle avait l'air grave et réfléchi. « C'est très aimable à vous de répondre si vite à mon appel, monsieur Poirot. Combien je regrette de ne point vous avoir vu ce matin. » « Vous étiez endormi? »« Oui. » Miss Carroll, la secrétaire de mon père, a insisté pour que je me repose. Elle est la bonté même. Le ton de sa voix me parut démentir le sens de ses paroles. « En quoi puis-je vous être utile, mademoiselle ?» demanda Poirot. Elle hésita un instant. « La veille du drame, vous êtes venue trouver mon père? »« C'est exact, mademoiselle. »« Pourquoi? Vous avait-il fait appeler ?» Poirot garda le silence. Il semblait se demander s'il devait répondre. Je soupçonne à présent que cette indécision était adroitement calculée pour pousser la jeune fille à parler. « Dites-moi, monsieur Poirot, mon père éprouvait-il quelque crainte? De qui se méfiait-il? Que vous a-t-il dit? Je vous en prie, parlez. » Sa première attitude froide et rigide venait soudain de disparaître. Penchée en avant, la jeune fille tordait nerveusement ses mains sur ses genoux. La conversation entre Lord Edgware et moi était confidentielle, prononça enfin Poirot. Son regard ne quittait point le visage de Géraldine. Alors, il s'agissait de quelque chose ayant trait à la famille. « Oh, votre silence me torture. Parlez. Il est nécessaire que je sache à quoi m'en tenir. Je vous en supplie. » Apparemment en proie à une intense perplexité, Poirot hocha la tête. « Voyons, monsieur Poirot, je suis sa fille. J'ai le droit de savoir ce qu'il redoutait. » « Vous aimiez donc bien votre père, mademoiselle ?» demanda doucement Poirot. Elle recula comme si elle venait d'être frappée. « Si je l'aimais ?» Soudain, elle perdit toute maîtrise de soi et éclata d'un rire nerveux, presque fou. La porte s'ouvrit et Miss Carroll apparut. « Voyons, Géraldine, mon enfant, à quoi songez-vous? Je ne vous permets pas de rire ainsi. Cessez. Cessez immédiatement. » Ce ton autoritaire produisit son effet. Ah, Géraldine se calma, elle essuya ses yeux et se redressa. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix basse. Il ne m'est jamais arrivé de rire ainsi, Miss Carroll, c'était plus fort que moi. » Toute droite dans son fauteuil, elle ne regardait personne. « Il m'a demandé si j'aimais mon père, » expliqua-t-elle avec un sourire amer. Et après un silence, elle poursuivit. «
Je me demande s'il vaut mieux mentir ou dire la vérité. Sans doute est-il préférable d'être franche. Je n'aimais pas mon père, je le haïssais. Oh, Géraldine, pourquoi prétendre le contraire? Vous n'aviez aucune raison de le haïr parce qu'il ne pouvait vous nuire. Vous étiez une des rares personnes hors de son atteinte. Vous le considériez comme un patron qui vous paie tant d'appointements. Ses bizarreries et ses colères ne vous effrayaient point. Vous n'y prêtiez aucune attention. Je sais bien ce que vous pensiez. Chacun a ses ennuis dans la vie. Vous êtes une femme forte, et puis vous pouviez quitter cette maison quand bon vous semblerait, tandis que moi, je n'avais pas cette ressource. Vraiment, Géraldine, je ne vois point la nécessité d'entrer dans ces détails. La mésentente entre père et fille est une chose assez commune. Moins on en parle, mieux cela vaut. Géraldine lui tourna le dos et s'adressa à Poirot. « Monsieur Poirot, je haïssais mon père. Sa mort m'apporte la liberté et l'indépendance. La recherche de son meurtrier ne m'intéresse pas. Des raisons puissantes ont certainement provoqué et justifié son acte. Mademoiselle, votre attitude me semble plutôt périlleuse, dit Poirot. Le fait de condamner quelqu'un ramènera-t-il mon père à la vie? Non, mais il peut préserver d'autres existences innocentes. Je ne saisis pas bien. Quelqu'un coupable d'un meurtre n'hésitera pas à en commettre un second et souvent plusieurs. Je ne le crois pas. Du moins pas une personne normale. Vous voulez dire s'il ne s'agit pas d'un maniaque de l'homicide? Détrompez-vous, mademoiselle, on tue une première fois, souvent après une lutte intérieure très longue. Puis, la crainte d'être dénoncé pousse à un second crime plus facile. Au moindre soupçon, un troisième suit. Et bientôt, le meurtre devient une habitude. On s'y adonne en dilettante, presque par plaisir. La jeune fille cachait son visage dans ses mains. C'est affreux, mais ce n'est pas vrai. Et si je vous apprenais que le meurtrier, pour sauver sa tête, a déjà commis un second assassinat? Comment, monsieur Poirot? S'écria Miss Carroll. Un autre assassinat? Où? Qui donc? Poirot hocha la tête. Excusez-moi, je voulais seulement illustrer notre conversation. Oh, je comprends. Un moment, j'ai cru. J'espère, Géraldine, que vous avez fini de proférer des sottises. Je vois que vous êtes de mon avis, dit Poirot à Miss Carroll. Je n'approuve pas la peine capitale, objecta cette personne, raisonnable. Pour le reste, je partage tout à fait votre opinion. La société doit être protégée. Géraldine se leva et rejeta ses cheveux en arrière. Excusez-moi, dit-elle, vous allez me prendre pour une folle. Monsieur Poirot, vous refusez toujours de me dire pourquoi mon père vous a fait appeler? Fait appeler? Répéta Miss Carroll, très étonnée. Vous interprétez mal mes paroles, Miss Marsh. Je n'ai pas refusé de vous répondre, dit Poirot. Je voulais seulement me rendre compte jusqu'à quel point notre entretien pouvait être tenu pour confidentiel. Mademoiselle, votre père ne m'a pas fait appeler. C'est moi qui ai sollicité de sa part un rendez-vous à la demande d'une cliente, Lady Edgware. Oh, je comprends. Une expression bizarre se peignit sur les traits de la jeune fille. Et, tout d'abord, je la pris pour de la déception, puis je me rendis compte que c'était un grand soulagement. J'étais stupide, prononça-t-elle lentement. Je me figurais que mon père se sentait menacé d'un danger quelconque. Savez-vous, monsieur Poirot, que vous venez de me donner une réelle émotion lorsque vous avez insinué que cette femme avait perpétré un second meurtre, dit Miss Carroll. Poirot ne lui répondit pas, mais s'adressa à la jeune fille. Croyez-vous que Lady Edgware ait commis le crime? Non, je ne le crois pas. Elle me semble incapable d'un tel acte. Elle est trop, comment dire, trop superficielle. Pour moi, intervint Miss Carroll, je ne vois personne d'autre. Ce n'est pas elle nécessairement, répliqua Géraldine. Elle est peut-être entrée dans la maison pour dire un mot à mon père et s'en aller aussitôt. Le meurtrier, sans doute un fou quelconque, a pu s'introduire ensuite. Tous les criminels sont des malades, ajouta Miss Carroll. Il existe chez eux un désordre dans la sécrétion des glandes. À cet instant, la porte s'ouvrit et un homme entra, puis s'arrêta, interdit. Excusez-moi, j'ignorais qu'il y avait du monde. Géraldine, machinalement, le présenta. Mon cousin, Lord Edgware, Monsieur Poirot. Vous pouvez entrer, Ronald. Vous ne nous gênez point. C'est bien sûr, Dinah? Bonjour, Monsieur Poirot. Vos cellules grises parviennent-elles à élucider le mystère qui entoure notre famille? J'essayais de me rappeler où j'avais vu cette figure ronde et colorée, ces yeux sous lesquels se dessinaient déjà de légères poches et cette petite moustache au-dessus de cette bouche au coin tombant.
Mais oui, c'était l'homme qui accompagnait Carlotta Adams le soir du dîner dans l'appartement de Jane Wilkinson. Le capitaine Marsh, maintenant Lord Edgware. Chapitre 13. Le neveu. Le nouveau Lord Edgware avait l'œil vif. Il remarqua ma surprise. « Ah, vous me remettez à présent, dit-il aimablement. Le petit dîner chez tante Jane. J'étais légèrement éméché ce soir-là, n'est-ce pas? J'espère qu'on ne s'en est pas trop aperçu. » Poirot prit congé de Géraldine et de Miss Carroll. « Je descends avec vous, fit Ronald. Il nous précéda dans l'escalier, tout en continuant à parler. Quelle chose bizarre que l'existence. Un jour, flanqué à la porte, et le lendemain, seigneur et maître de la maison. Mon oncle me congédia il y a 3 ans, vous le savez sans doute, monsieur Poirot. On me l'a dit, répondit mon ami avec calme. Ronald ricana, puis ouvrit la porte de la salle à manger. Acceptez donc de prendre quelque chose avant de partir. Poirot refusa. Moi de même. Cependant, le jeune homme se prépara un cocktail et devint lyrique. Je bois à la santé du meurtrier de mon oncle. En l'espace d'une courte nuit, me voilà transporté d'une situation critique aux honneurs les plus convoités. Hier, menacé par la ruine, aujourd'hui puissant et comblé. À la santé de tante Jane. Il vida son verre. Puis, changeant d'attitude, il s'adressa à Poirot. Trêve de plaisanterie. Voyons, monsieur Poirot, que faites-vous ici? Il y a 4 jours, tante Jane déclamait d'un ton dramatique « Qui me délivrera de ce tyran ?» Et sans plus tarder, la voilà libre. Vous n'y êtes pour rien, j'espère. Quelle manchette sensationnelle, monsieur Poirot, ex-détective et parfait assassin. Poirot sourit. Je suis ici cet après-midi pour répondre à l'appel de Miss Géraldine Marsh. Je vous félicite de votre discrétion, monsieur Poirot, vous ne répondez pas à ma question. Que faites-vous ici réellement? Pour une raison que j'ignore, vous vous intéressez à la mort de mon oncle. Je m'intéresse toujours au crime, Lord Edgware. Cependant, vous ne le commettez pas. En homme avisé, vous devriez donner quelques leçons de prudence à tante Jane. Excusez-moi de la nommer ainsi, cela m'amuse. Avez-vous remarqué son air effaré lorsque j'ai prononcé ces mots l'autre soir? Elle était à 100 lieues de se douter de mon identité. Vous croyez? Comme je vous le dis, j'ai été chassé de cette maison 3 mois avant son arrivée. L'expression joviale de ses traits s'effaça un moment, mais il continua d'un ton léger. Une belle femme, mais d'intelligence médiocre. Elle emploie des procédés plutôt simplistes. Qu'en pensez-vous? Poirot haussa les épaules. C'est possible. Ronald le considéra avec surprise. Vous la jugez innocente? Elle a donc réussi à vous embobeliner? Je professe une admiration sans borne pour la beauté, déclara Poirot, imperturbable, et aussi pour l'évidence. L'évidence? Répéta vivement l'autre. Vous ignorez peut-être, Lord Edgware, que Lady Edgware assistait à un dîner à Chiswick hier soir, au moment même où l'on affirme qu'elle était présente ici. Ronald proféra un juron. Ainsi, elle y est tout de même allée. Voilà bien les femmes. À 6 heures, elle se plaignait de ne pouvoir tenir debout et jurait ses grands dieux que rien ne la déciderait à s'y rendre. Et 10 minutes plus tard, elle avait déjà changé d'idée. Dans la préparation d'un crime, on ne doit jamais compter sur ce qu'une femme prétend devoir faire. C'est ainsi qu'échouent les plans les mieux échafaudés. Surtout, ne croyez pas que je suis en train de me dénoncer comme le coupable. Si, je lis ce qui se passe dans votre esprit. Qui suspectait d'abord, si ce n'est ce vaurien de neveu? Il se renversa en riant dans son fauteuil. Monsieur Poirot, en ce moment, je ménage vos petites cellules grises. Inutile de vous enquérir si l'on m'a vu dans les parages au moment où ma tante Jane affirmait avec véhémence qu'elle ne mettrait pas le nez dehors ce soir-là. J'y étais, monsieur Poirot. Alors vous vous demandez si le méchant neveu ne serait pas venu ici hier soir, en chair et en os, déguisé en femme avec une perruque blonde et un chapeau de Paris. Paraissant beaucoup se divertir de la situation, il nous observait tous deux. Poirot, la tête inclinée d'un côté, l'étudiait avec attention. Je me sentais gêné. Par surcroît, j'avais un mobile et je vais vous faire cadeau d'un tuyau extrêmement important. Hier matin, je suis venu voir mon oncle. Pourquoi? Pour lui demander de l'argent. Parfaitement, pour lécher-vous les babines. Pour lui demander de l'argent. Je m'en allais bredouille. Ce soir-là même, Lord Edgware meurt. Il fit une pause. Poirot se tenait toujours coi. Monsieur Poirot, vous me voyez réellement flatté de votre attention. Le capitaine Hastings semble avoir vu un fantôme. Ne vous frappez pas, mon cher. Nous ne sommes pas encore au coup de théâtre.
Nous disions que le neveu pervers cherche à rejeter la culpabilité sur la maudite tante par alliance. Le neveu, autrefois célèbre pour avoir joué des rôles féminins, retrouve, en un suprême effort, son talent de comédien. D'une voix féminine, il s'annonce comme Lady Edgware. À petits pas, il passe devant le maître d'hôtel, sans éveiller le moindre soupçon. Jane, s'écrie mon oncle, repris d'un accent de tendresse. George. Et doucement, je lui entoure le cou de mes bras et proprement, j'introduis la lame du canif. Puis la fausse dame sort et va se reposer après une journée bien remplie. Il éclata de rire et se versa un verre de whisky et soda. Tout s'arrange à souhait, n'est-ce pas? Mais voici qui complique l'histoire. Une déception nous attend. Nous arrivons à l'alibi. Il vida son verre. Dans un roman policier, ce qui me passionne surtout, c'est la question des alibis. Comme alibi, je puis fournir le témoignage de 3 personnes, toutes 3 israélites, à savoir Mr., Miss et Miss Dortheimer, des gens extrêmement riches et mélomanes. Ils ont une loge au théâtre de Covent Garden. Ils y invitent les jeunes gens dotés de belles espérances. J'appartiens à cette confrérie. Je suis extrêmement intéressant. Si j'aime l'opéra? Franchement, non. Mais j'apprécie fort un excellent dîner à Grosvenor Square avant le spectacle, puis un excellent souper quelque part en sortant du théâtre, même si je dois danser avec Rachel Dortheimer. Et voilà, monsieur Poirot. Tandis que l'on assassinait mon oncle, je débitais des niaiseries à l'oreille incrustée de diamants de la brune Rachel dans une loge de Covent Garden. Vous comprenez à présent pourquoi je me permets de parler sans embâge. Il se renversa dans son fauteuil. Je ne vous ai pas trop ennuyé, j'espère. Désirez-vous m'interroger sur quelques points de l'affaire? Soyez certain que vous ne m'avez pas du tout ennuyé, répondit Poirot. Et puisque vous vous montrez si aimable, laissez-moi vous poser une petite question. Enchanté. Depuis combien de temps connaissez-vous Carlotta Adams? Le jeune homme ne s'attendait certes pas à celle-là. Il se redressa et son visage prit une expression toute nouvelle. Pourquoi diable voulez-vous le savoir? Quel rapport cela a-t-il avec ce qui nous occupe? Simple curiosité de ma part. Carlotta Adams? Attendez, je la connais depuis 1 an environ, lorsqu'elle vint à Londres pour la saison. Vous la connaissez bien? Assez bien. C'est une jeune fille réservée avec qui la familiarité n'est point de mise. Mais vous l'aimez? Ronald le dévisagea. Je voudrais bien savoir pourquoi vous me questionnez au sujet de cette personne. Est-ce parce que je l'accompagnais l'autre soir? Eh bien oui, je l'aime beaucoup. Elle est très gentille, sait écouter quand on lui parle, et vous laisse l'impression que vous êtes un homme de valeur. Je comprends. En ce cas, vous allez éprouver un grand chagrin. Un grand chagrin? Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Hein? Carlotta est morte? Il était blême. Vous plaisantez, monsieur Poirot. Carlotta se portait à merveille la dernière fois que je l'ai vue. Quand cela? Demanda vivement Poirot. Avant-hier, il me semble. Ma mémoire m'est parfois infidèle. Carlotta est morte, répéta Poirot. D'un accident? Écrasée dans la rue? Non. Elle a absorbé une trop forte dose de Véronal. Oh, pauvre petite, que c'est lamentable. Elle commençait à se faire un nom. Elle échafaudait toutes sortes de projets pour faire venir sa sœur d'Amérique. Vraiment, c'est affreux. Oui, il est bien triste de mourir si jeune, alors que l'existence s'ouvre devant vous et qu'on a 1000 raisons de s'y attacher. Ronald le regarda. Monsieur Poirot, je ne saisis pas très bien le sens de vos paroles. Vraiment? Je m'exprime parfois un peu brutalement, peut-être, car je me révolte lorsque je vois enlever à la jeunesse le droit à la vie. Cette mort me chagrine énormément. Au revoir, Lord Edgware. Oui, au revoir, répondit Ronald, étonné. En ouvrant la porte, j'entrais presque en collision avec Miss Carroll. Ah, monsieur Poirot, on vient de me dire que vous êtes encore là? Puis-je vous dire un petit mot? Si cela ne vous ennuie pas, veuillez monter dans mon bureau. Je voudrais vous parler au sujet de Géraldine, ajouta-t-elle lorsque nous nous trouvâmes enfermés dans le bureau. Je vous écoute, mademoiselle. Elle bavardait à tort et à travers, tout à l'heure. Ne protestez pas. Dans son ressentiment, elle dénaturait les faits. J'ai bien vu qu'elle était en proie à une crise nerveuse. À vous dire vrai, elle menait une existence plutôt morne. Lord Edgware ne s'entendait nullement à l'éducation des jeunes filles. En réalité, il terrorisait Géraldine. Je me doutais bien de quelque chose de semblable. D'un tempérament tyrannique, il
Je ne sais comment m'exprimer. Il aimait se faire craindre et semblait savourer un plaisir cruel à voir les autres trembler devant lui. Ah, c'était un homme intelligent et très cultivé. Mais dans la vie de famille, naturellement, je ne subissais pas ses sautes d'humeur, mais j'en étais témoin. Quand sa femme le quitta, je n'en fus guère surprise. Sans vouloir porter de jugement sur elle, j'affirme qu'en épousant Lord Edgware, elle a eu plus que son lot de souffrances. Elle est partie, tandis que Géraldine ne pouvait s'en aller. Il demeurait parfois longtemps sans se soucier d'elle, puis, tout à coup, il se souvenait de son existence. Je songe parfois, peut-être ne devrais-je pas le dire. Si, mademoiselle, je vous en prie. Il se vengeait à sa façon du départ de la mère, sa première femme, une créature si bonne et si douce. Je n'aurais point fait allusion à tous ces faits, monsieur Poirot, n'eussent été les déclarations de Géraldine. Entendre une jeune fille dire qu'elle hait son père peut paraître monstrueux à ceux qui ignorent le caractère de Lord Edgware. Je vous remercie infiniment, mademoiselle. Lord Edgware eût mieux fait, ce me semble, de ne jamais se marier. Certes, songeait-il à convoler en troisième noces. Comment l'aurait-il pu? Sa femme vivait encore. En accordant la liberté à celle-ci, il se rendait libre lui-même. Je pense qu'il avait eu assez de difficultés avec deux femmes, observa Miss Carroll en souriant à demi. Ainsi, selon vous, il n'était nullement question d'un troisième mariage. Réfléchissez bien, mademoiselle. Il n'existait, à votre connaissance, aucun projet d'union? Miss Carroll rougit légèrement. Je ne vois pas pourquoi vous insistez sur ce point. Naturellement, il n'y en avait aucun. Chapitre 14, 5 questions. Pourquoi avez-vous interrogé Miss Carroll sur la possibilité d'un troisième mariage pour Lord Edgware? Demandai-je avec curiosité, tandis que nous retournions à l'hôtel. Parce qu'il m'est venu à l'idée qu'il y songeait peut-être. Pour quelle raison? Je cherchais l'explication de la brusque volte-face de Lord Edgware concernant le divorce. Il y a là un phénomène bizarre, mon ami. En effet, cela me paraît plutôt singulier. Vous voyez, Hastings, Lord Edgware a confirmé les dires de Jane Wilkinson. Tout d'abord, elle a fait agir des hommes de loi de tout genre, mais lui n'a rien voulu entendre. Puis, brusquement, il accepte. Tout au moins, il le prétend. Vous avez raison, Hastings. Nous ne possédons aucune preuve que cette lettre ait jamais été écrite. S'il l'a écrite réellement, il ne l'a pas fait sans raison. Et la raison qui s'impose naturellement à mon esprit, c'est qu'il a rencontré une troisième candidate au mariage, d'où son changement de décision. Mais Miss Carroll a repoussé cette hypothèse de façon catégorique. Oui, Miss Carroll, dit Poirot d'un air rêveur. Où voulez-vous en venir à présent? Répliquai-je, exaspéré. Poirot excelle à éveiller des doutes chez les gens par le seul ton de sa voix. J'ajoutai, pour quel motif nous aurait-elle menti? Pour aucun. Toutefois, Hastings, il me paraît difficile d'ajouter foi à ses paroles. Vous supposez qu'elle ment? Pourquoi? Elle me semble une honnête personne. Précisément. Entre le mensonge de propos délibérés et l'erreur involontaire, il est parfois ardu d'établir une différence. Expliquez-vous. Mentir sciemment est une chose. D'autre part, être si sûr de ce que l'on croit être la vérité que l'on n'attache aucune importance aux détails, cela, mon ami, est particulier aux honnêtes gens. Remarquez que Miss Carroll nous a déjà menti une fois. N'a-t-elle pas affirmé avoir vu le visage de Jane Wilkinson alors qu'elle ne pouvait le voir? Comment le fait s'est-il produit? Voici, elle se penche sur la balustrade au moment où Jane Wilkinson entre, et elle a, prétend-elle, distingué nettement le visage de l'artiste. Miss Carroll est d'ailleurs tellement sûre de ce qu'elle avance que l'exactitude du détail lui importe peu. On lui fait remarquer qu'elle ne peut matériellement avoir vu le visage de Jane Wilkinson. Elle n'en a cure. N'est-elle pas certaine du contraire? Et il en va de même pour toute autre question. Elle sait d'avance, et ses réponses sont dictées par cette opinion entêtée et non par le souvenir de faits exacts. Le témoin qui affirme trop vite doit être sujet à caution, celui qui fouille sa mémoire, qui n'est pas très sûr, qui réfléchit une minute. Ah! Oui, c'est ainsi que cela s'est passé. Mérite davantage notre confiance. Ah ça, Poirot, vous bouleversez toutes mes idées sur les témoignages. En réponse à la question que je lui pose sur le mariage de Lord Edgware, Miss Carroll juge cette idée ridicule, tout simplement parce qu'elle ne lui est jamais venue à l'esprit.
Elle ne prend même pas la peine de chercher dans ses souvenirs quelque indice, si minime soit-il, qui puisse nous mettre sur la voie. Je ne discerne d'ailleurs pas le motif qui lui poussait à mentir. À moins, bien entendu. Tiens, c'est une idée. Quelle idée? Demandai-je plein de curiosité. Une idée qui a jailli dans mon cerveau. Mais elle est par trop saugrenue. Et il se refusa d'aller plus loin. Elle paraît bien aimer la jeune fille, remarquai-je. Oui, et elle tenait à assister à notre entrevue. Hastings, que pensez-vous de l'honorable Géraldine Marsh? Elle m'a fait de la peine. Vous avez toujours le cœur tendre, Hastings. La beauté dans le malheur vous émeut invariablement. En tout cas, ajoutai-je avec conviction, l'accusation de Jane Wilkinson est absurde. Géraldine ne peut en rien être mêlée à ce crime. Sans doute a-t-elle fourni un alibi satisfaisant, mais Japp ne m'en a pas encore informé. Mon cher Poirot, insinuez-vous que, même après avoir vu cette jeune fille et lui avoir parlé, vous doutez encore de son innocence? Dites-moi, mon ami, quel est le résultat de notre entrevue avec cette jeune fille? Nous découvrons qu'elle a mené une existence des plus tristes, qu'elle est son père et se réjouit de sa mort. En outre, elle est on ne peut plus anxieuse de connaître ce qu'il nous a dit hier matin. Après cela, vous jugez qu'un alibi est inutile? Sa grande franchise suffit à la disculper, répliquai-je avec chaleur. La franchise est une des qualités de la famille. Voyez avec quelle franchise le jeune Lord Edgware a étalé ses cartes. Oui, nous avions l'air plutôt ridicules. Quelle idée bizarre! Quant à moi, pas un instant je ne me suis senti ridicule. Au contraire, mon ami, j'estime avoir confondu le bonhomme. Est-ce possible? M'écriai-je, n'ayant remarqué rien de semblable. Si, si. Je l'ai écouté, et quand il eut fini de parler, je lui ai posé une question sur un sujet tout à fait différent. Vous auriez dû constater son trouble à ce moment-là. Je pensais que son horreur et sa stupéfaction à l'annonce de la mort de Carlotta Adams étaient véridiques. Vous allez sans doute prétendre qu'il jouait la comédie. Impossible de le savoir. Cependant, s'il a parlé, c'est peut-être pure diplomatie de sa part. Les faits que l'on dissimule acquièrent une importance suspecte, tandis que les faits révélés sans détour perdent, aux yeux de beaucoup, une partie de leur réelle gravité. Ah, la querelle avec son oncle? Exactement. Il sait que le mystère ne tardera pas à transpirer. Alors il commence par en faire étalage. Il n'est pas si sot qu'il en a l'air. Oh, il a oublié de l'être. Il connaît sa situation sur le bout du doigt et prend les devants en abattant ses cartes. Vous jouez au bridge, Hastings. Dites-moi, quand procède-t-on ainsi? Vous-même jouez au bridge, observai-je en riant. Vous le savez aussi bien que moi. Quand vous tenez tous les atouts en main et que vous êtes sûr de gagner, vous abattez vos cartes. C'est vrai, mon ami, mais on peut agir encore de cette manière dans une autre circonstance. Je l'ai constaté une ou deux fois en jouant avec des femmes. Bien qu'il lui reste un léger doute, une femme n'hésite pas. Elle lance ses cartes en proclamant « Tout le reste est pour moi ». Les autres joueurs ne protestent pas, surtout s'ils manquent un peu d'expérience. Vous croyez? Hastings, je trouve cette sorte de bluff très intéressant à étudier. J'estime également qu'il est temps d'aller dîner. Après quoi, vers 9 heures, je ferai encore une visite. Où pensez-vous aller? Songeons d'abord à nous restaurer, Hastings. Nous en reparlerons au moment du café. Poirot me conduisit dans un petit restaurant de Soho où il était fort connu, et on nous servit une sole, un poulet et un savarin au rhum, friandise très goûtée de Poirot. Tandis que nous sirotions notre café, Poirot m'adressa un sourire affectueux. « Mon bon ami, vous m'êtes plus utile que vous ne le croyez. » Je demeurai confus et joyeux de ce compliment inattendu. Jusqu'ici, Poirot ne m'avait encore rien dit de semblable. Parfois, en mon fort intérieur, j'éprouvais une certaine rancune pour sa façon brutale de criquer mes facultés mentales. « Oui, ajouta-t-il d'un ton rêveur, il vous arrive souvent de me mettre sur la bonne piste. » Je ne pouvais en croire mes oreilles. Je rougis de joie. « Vraiment, Poirot, vous m'envoyez tout heureux. J'ai sans doute beaucoup appris en votre compagnie. » Il hocha la tête. « Mais non, ce n'est pas cela. Vous n'avez rien appris du tout. Oh, c'est dans l'ordre des choses. Nul être humain ne profite de l'expérience de son semblable. Chacun doit développer ses propres facultés sans essayer d'imiter autrui. Je ne désire point reconnaître en vous un second et inférieur Poirot, mais l'incomparable Hastings. Si, vous êtes incomparable.
En vous, je retrouve le modèle parfait de l'homme normal. Je ne suis pas un anormal, du moins je l'espère. Vous êtes la raison même. Comprenez-vous ce que cela signifie pour moi? Lorsqu'un criminel se décide à commettre un meurtre, il cherche d'abord à tromper. Et qui essaie-t-il de tromper? Ce qui représente dans son esprit l'homme normal. Cette entité pratiquement n'existe pas, mais vous en approchez d'aussi près que possible. À certains moments, vous manifestez des éclairs d'intelligence. À d'autres moments, excusez ma franchise, mon bon ami, vous atteignez d'étonnantes profondeurs d'ineptie. Dans l'ensemble, vous personnifiez l'homme normal. Et voici de quelle façon vous me servez. Comme en un miroir, je lis en vous ce que l'assassin désire me faire croire. Et cela m'est infiniment précieux. En réalité, je ne comprenais pas bien. Il me semblait toutefois que Poirot était loin de m'adresser un compliment. Mais lui-même rectifia mon impression. Je me suis mal exprimé, s'empressa-t-il d'ajouter. Vous possédez, mon cher ami, la pénétration psychologique d'un criminel dont je manque totalement. Vous me montrez ce qu'il désire me faire croire. L'esprit de pénétration. Oui, peut-être n'en suis-je point dépourvu. Tout en fumant une de ces minuscules cigarettes, il me regardait avec bonté. Cher Hastings, murmura-t-il, j'éprouve une sincère affection pour vous. Fort content, mais un peu embarrassé, je me hâtais d'aborder un autre sujet. Voyons, dis-je, ne perdons pas de vue notre enquête. Eh bien, Poirot rejeta la tête en arrière et ses petits yeux se rétrécirent. Je me pose certaines questions, ajouta-t-il. Naturellement, dis-je. Qui a tué Lord Edgware? Poirot secoua la tête avec énergie. Non, non, cette question est prématurée. Vous ressemblez au lecteur d'un roman policier qui, dès le début, veut connaître le coupable et accuse tous les personnages du livre sans rime ni raison. Une fois, dans un cas exceptionnel, je me suis laissé aller à ce procédé et, ma foi, j'ai assez bien réussi. Je vous raconterai cette histoire un de ces jours. En attendant, de quoi parlions-nous? Des questions que vous vous posiez, répondis-je sèchement. Parfaitement, me répondit-il. Nous avons déjà discuté la première. Pourquoi Lord Edgware a-t-il changé d'idée au sujet du divorce? Deux suggestions se présentent à mon esprit. Vous connaissez l'une d'elles. Voici la seconde question que je me pose. Qu'est devenue la lettre? Qui avait intérêt à ce que Lord Edgware et sa femme demeurassent liés par le mariage? Troisième question. Comment interpréter l'expression que vous avez surprise sur ses traits hier matin au moment de quitter le salon bibliothèque? Êtes-vous sûr que ce n'était pas un effet de votre imagination? Non, je vous assure que je ne me suis pas trompé. Bien, ce fait reste donc à expliquer. Ma quatrième question concerne les lunettes. Carlotta Adams, pas plus que Jane Wilkinson, ne portait de verre. Alors, pourquoi ces lunettes dans le sac de Carlotta? Nous en arrivons à la cinquième question. Pourquoi a-t-on voulu savoir si Jane Wilkinson était à Chiswick et qui a téléphoné? Voilà, mon ami, les questions qui harcèlent mon esprit. Il en existe plusieurs autres, dis-je. Lesquelles? Qui a incité Carlotta à monter cette mystification? Où se trouvait-elle avant et après 10 heures du soir? Qui est ce mystérieux Day qui lui a donné la boîte en or? Vos questions, mon ami, n'offrent qu'un intérêt secondaire. Ce sont là de simples détails, tandis que mes questions à moi sont des questions d'ordre psychologique. Les petites cellules grises du cerveau, à tout prix, je devais l'interrompre. J'en avais assez des petites cellules grises. Poirot, vous parliez d'une visite à faire ce soir. C'est vrai. Je vais téléphoner pour savoir si on peut me recevoir. Il s'éloigna et revint au bout de quelques minutes. Tout va bien. Accompagnez-moi. Où allons-nous? Chez Sir Montagu Corner, à Chiswick. Je désirerais en savoir plus long sur ce fameux coup de téléphone. Chapitre 15. Sir Montagu Corner. Il était près de 10 heures lorsque nous arrivâmes chez Sir Montagu Corner à Chiswick, au bord de la Tamise. La maison magnifique se dressait au fond d'un parc. On nous introduisit dans un vestibule lambrissé. À notre droite, par une porte ouverte, nous aperçûmes la salle à manger, avec sa longue table cirée, éclairée par des bougies. Le maître d'hôtel nous fit monter le grand escalier jusqu'au premier étage et nous pria d'entrer dans une longue pièce prenant vue sur la Tamise et qui avait un air vaguement mystérieux, avec ses lampes soigneusement voilées. Dans un coin, devant une fenêtre ouverte, 4 personnes étaient assises autour d'une table de bridge. À notre entrée, l'une de ces personnes se leva et s'avança vers nous.
Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Poirot. J'examinais avec curiosité le maître de séance. Il avait le type tout à fait israélite, avec de petits yeux noirs pétillants d'intelligence. Il était de très courte taille. Ses manières dénotaient une certaine affectation. Permettez-moi de vous présenter mes amis, Mr. et Mrs. Whitburn. Nous nous connaissons déjà, annonça Mr. Whitburn, et Mr. Ross. Ross était un jeune homme blond d'environ 22 ans, au visage aimable. Je vous dérange dans votre jeu. Mille excuses, dit Poirot. Pas du tout. Nous n'avons pas encore commencé. Veuillez accepter une tasse de café, monsieur. Poirot refusa, mais accepta un verre de vieux brandy. Sir Montagu se mit à discourir. Il nous parla d'estampes japonaises, de laques chinoises, de tapis persans, des impressionnistes français, de la musique moderne et des théories d'Einstein. Puis il se renversa dans son fauteuil, le visage souriant, satisfait de sa petite conférence. « Sir Montagu, lui dit Poirot, je ne veux pas abuser plus longtemps de votre complaisance et j'arrive à l'objet de ma visite. » Sir Montagu étendit la main. « Rien ne presse. Le temps est infini. » C'est du moins l'impression que donne cette maison, soupira Mrs. Whitburn. On s'y trouve si bien. Je ne vivrai pas à Londres pour 1 million de livres sterling, déclara Sir Montagu. Ici, on respire cette paisible atmosphère de jadis qui, à notre époque troublée, tend, hélas, de plus en plus à disparaître. Parler de crime dans une telle ambiance me semble impardonnable, commença Poirot. Pas du tout, dit Sir Montagu. Un crime peut être une œuvre d'art et un détective un artiste. Il ne s'agit pas, bien entendu, des policiers. Un inspecteur est venu ici aujourd'hui. Drôle d'individu. Figurez-vous qu'il n'avait jamais entendu parler de Benvenuto Cellini. Peut-être est-il venu se renseigner au sujet de Jane Wilkinson, interrogea Mrs. Whitburn, pleine de curiosité. Cette personne peut, en tout cas, se féliciter d'avoir assisté à votre dîner hier soir, observa Poirot. Je m'en doute. Je l'ai invitée en raison de sa beauté et de son talent et dans l'espoir de lui être utile. Elle désirait prendre elle-même la direction d'un théâtre. Il paraît que j'étais destiné à lui rendre un tout autre service. Jane est née sous une heureuse étoile, dit Mrs. Whitburn. Elle désirait se débarrasser d'Edgware, et le voilà qui est mort, lui évitant les soucis du divorce. Désormais, elle pourra épouser le jeune duc de Merton. Du moins, on le dit. Elle m'a laissé une impression favorable, observa Sir Montagu. Elle a émis plusieurs remarques très intelligentes sur l'art grec. Je souris en me représentant Jane répondant par des oui et des non et des « c'est merveilleux » aux observations de Sir Montagu. Il suffisait sans doute d'écouter avec attention ce qu'il disait pour être classé parmi les gens intelligents. Toujours est-il qu'Edgware était un drôle de sire. Il s'était créé pas mal d'ennemis. Est-il vrai, monsieur Poirot, qu'on lui a enfoncé un canif à la base du crâne demanda Mrs. Whitburn. Parfaitement vrai, madame. Le coup a été porté avec une netteté et une précision quasi scientifiques. Maintenant, venons-en à l'objet de ma visite. Lady Edgware fut appelée au téléphone durant le dîner. Je voudrais recueillir quelques renseignements à ce sujet. Voudriez-vous me permettre d'interroger vos domestiques? Certainement. Ross, sonnez, je vous prie. Le maître d'hôtel parut aussitôt. C'était un homme de belle taille, à l'âge moyen, à l'allure très digne. Sir Montagu lui expliqua ce qu'on attendait de lui. Le maître d'hôtel se tourna vers Poirot. « Qui a répondu à la sonnerie du téléphone » demanda Poirot. « Moi-même, monsieur. Le téléphone se trouve dans un petit cabinet au fond du vestibule. La personne qui appelait a-t-elle demandé à parler à Lady Edgware ou à Jane Wilkinson ?»« À Lady Edgware, monsieur. »« Qu'est-ce qui a été dit exactement ?» Le serviteur réfléchit un moment. « Autant que je me rappelle, monsieur, j'ai dit « Allô ?» Puis une voix me demanda si c'était bien Chiswick 43434. Je répondis oui. On me pria de garder la ligne. Une autre voix s'enquit également si c'était Chiswick 43434, et, comme je répondais affirmativement, elle ajouta « Lady Edgware est-elle là ?» Je l'informai que Lady Edgware dînait dans la maison. La voix reprit « Je voudrais lui parler, s'il vous plaît. » J'allais informer sa seigneurie qu'on la priait de venir au téléphone. Elle se leva et je la conduisis à l'appareil. Et ensuite, la dame prit le récepteur et prononça « Allô, qui parle ?» Puis, quelques instants après, « Oui, très bien. » Lady Edgware est à l'appareil. J'allais m'éloigner lorsque sa seigneurie me rappela et m'apprit que la communication avait été coupée.
Elle me dit que son interlocutrice avait éclaté de rire et raccroché le récepteur. Sa seigneurie me demanda si cette personne avait donné son nom. Je lui répondis que non. Voilà tout ce qui s'est passé, monsieur. Poirot fronça le sourcil. Croyez-vous réellement que le coup de téléphone ait quelque chose à voir avec l'assassinat, monsieur Poirot? Demanda Mrs. Whitburn. Impossible de rien affirmer, madame. C'est une coïncidence plutôt curieuse. Les gens vous appellent parfois histoire de se divertir. On m'a déjà joué ce tour-là. C'est encore possible, madame. De nouveau, Poirot s'adressa au maître d'hôtel. Était-ce une voix d'homme ou de femme qui appelait de l'autre bout du fil? Une voix de femme, je crois, monsieur. Quel genre de voix? Basse ou aiguë? Basse, monsieur, lente et très distincte. Je puis me tromper, mais on eût dit une personne étrangère, car elle roulait les airs. C'était probablement un Écossais, Donald, dit en riant Miss Whitburn à Ross. Ross éclata de rire. Ce ne peut être moi, j'étais à table. Reconnaîtriez-vous cette voix si vous l'entendiez de nouveau? Demanda Poirot au domestique. Celui-ci hésita. Je ne pourrais l'affirmer, monsieur. Néanmoins, je crois que oui. Merci. Le serviteur s'inclina et sortit, toujours digne. Sir Montagu Corner nous persuada de demeurer pour jouer une partie de bridge. Je m'excusais, les enjeux me paraissant excessifs. Le jeune Ross eut l'air soulagé de céder sa place à Poirot. Lui et moi regardâmes jouer. À la fin de la soirée, Poirot et Sir Montagu empochaient un gain fort appréciable. Ayant remercié notre hôte, nous prîmes congé. Ross sortit avec nous. La nuit était splendide et nous décidâmes de marcher un peu avant de prendre un taxi. « Quel drôle de petit bonhomme !» dit Poirot, commentant notre visite. « Un petit bonhomme très riche !» répondit Ross avec conviction. « Il semble s'intéresser à moi. J'espère que cette fantaisie lui durera. Avec l'appui d'un homme aussi puissant, on fait son chemin dans la vie. »« Vous êtes acteur, monsieur Ross ?» Ross répondit oui. Il parut affligé que son nom ne nous l'eût pas fait reconnaître immédiatement. Il venait d'obtenir un grand succès d'estime dans quelque sombre tragédie traduite du russe. Poirot lui demanda « Vous connaissiez sans doute Carlotta Adams ?»« Non, j'ai appris sa mort par les journaux de ce soir. Absorption d'une trop forte dose de drogue. Effrayante manie qu'ont les jeunes actrices. Oui, c'est bien triste, surtout qu'elle ne manquait pas de talent. L'avez-vous vue dans ses sketchs? Non. Cette sorte de choses ne me passionne guère. Le public en raffole pour l'instant, mais cette vogue ne durera pas. Ah, fit Poirot, voici un taxi. Il leva sa canne et fit signe au chauffeur. Moi, je continue à pied jusqu'à Hammersmith, annonça Ross. Le métro me ramènera directement chez moi. Soudain, il éclata d'un rire nerveux. Je pense à ce dîner d'hier soir. Hein? Nous étions 13 à table. Un invité a fait faux bond à la dernière minute et on n'a remarqué notre nombre qu'à la fin du repas. Et qui a quitté la table le premier? Lui demandai-je. De nouveau, il eut un petit rire bizarre. Moi, répondit-il. Chapitre 16. Discussion. En arrivant à l'hôtel, nous trouvâmes Japp qui nous attendait. Avant d'aller me coucher, j'ai voulu venir bavarder un peu avec vous, nous dit-il. Cela va bien? Demanda Poirot. Pas trop bien, si vous tenez à le savoir. Pouvez-vous m'aider de vos lumières, monsieur Poirot? Quel point dois-je éclairer? Monsieur Poirot, je voudrais particulièrement savoir votre opinion sur la présence de la même femme en 2 endroits différents. Tiens, J'allais précisément vous poser la même question. Connaissez-vous Carlotta Adams? J'ai entendu prononcer ce nom-là, mais je ne saurais dire où. Poirot lui fournit les éclaircissements nécessaires et lui dit les conclusions auxquelles nous étions arrivés. Ma foi, c'est peut-être elle, en effet, dit Japp. Les vêtements, le chapeau, les gants et la perruque blonde. Monsieur Poirot, vous êtes inégalable. Toutefois, j'estime que vous exagérez un brin. Rien ne prouve qu'on ait tué Carlotta Adams. Carlotta Adams est coupable de l'assassinat. Aucun doute là-dessus. Mais je découvre d'autres interprétations à son geste. Elle est allée voir Lord Edgware pour son propre compte. Peut-être pour le faire chanter, puisqu'elle avait fait allusion à une grosse somme qui devait lui revenir. Une querelle s'est élevée entre eux. Elle l'a tué. Une fois rentrée chez elle, affolée par ce crime commis sans préméditation, elle a pris une forte dose de Véronal. Cette explication vous suffit? Bien sûr, il reste maints détails que nous ignorons encore. Toutefois, cette version me paraît bonne. Je prétends d'autre part que le déguisement et le crime sont 2 faits totalement étrangers l'un à l'autre.
Je n'y vois qu'une curieuse coïncidence. Poirot ne partageait pas cet avis, je le savais. Cependant, il répondit sans se compromettre. Oui, c'est possible. Et que pensez-vous de cette troisième solution? La farce du déguisement était innocente en soi, mais quelqu'un en a eu vent et s'en est servi pour perpétrer le crime. Cette idée n'est pas mauvaise. Pourtant, je préfère la première. Quel lien existait-il entre la jeune artiste et le lore? Nous l'apprendrons plus tard. Poirot parla de la lettre écrite par Carlotta à sa sœur d'Amérique, et Japp opina que cette lettre pouvait être d'un grand secours. Je vais m'en occuper immédiatement, déclara-t-il, prenant une note sur son calepin. Plus j'y songe, et plus j'incline à accuser cette femme, ajouta-t-il. Quant au capitaine Marsh, le lord actuel, il a un alibi. Invité des Dorthamer, de riches juifs de Grosvenor Square, il a passé la soirée à l'opéra. J'ai vérifié. Il a dîné en leur compagnie avant le théâtre, et ensuite ils ont soupé au restaurant Sobranis. Et voilà. Et Miss Geraldine? Vous voulez parler de la fille de Lord Edgware. Elle était également sortie. Elle dîna chez des gens nommés Carthew West, qui la conduisirent au théâtre et la ramenèrent chez elle vers minuit moins le quart. La secrétaire de Lord Edgware me semble une femme capable et honnête. Mais il y a le maître d'hôtel. Celui-là ne me plaît guère. Il y a quelque chose de louche dans la façon dont il est entré au service de Lord Edgware. Je l'étudie sous tous les angles, mais jusqu'ici je ne lui découvre aucun motif de tuer son maître. Pas de fait nouveau? Lui demanda Poirot. Si, il est bien difficile de juger de leur importance. D'abord, la clé de Lord Edgware manque. La clé de la porte d'entrée? Oui. Cela semble intéressant. Comme je viens de le dire, ce fait présente une grande importance ou pas la moindre. Autre chose, Lord Edgware avait touché un chèque hier. Or, pas une très grosse somme, une centaine de livres. En prévision de son voyage à Paris, il s'était fait remettre de l'argent français. Eh bien, cette somme a disparu. Qui vous l'a dit? Miss Carroll. Elle-même a encaissé le chèque. Et j'ai constaté que les billets n'y étaient plus. Où étaient-ils hier soir? Miss Carroll l'ignore. Elle les a remis à Lord Edgware vers le milieu de l'après-midi. À ce moment-là, Lord Edgware travaillait dans son cabinet. Il a pris l'enveloppe de la banque renfermant les billets et l'a posée près de lui sur la table. Cela complique les choses, observa Poirot, ou bien les simplifie. À propos, la blessure. Eh bien, le docteur ne croit pas qu'elle ait été faite avec un canif ordinaire, mais avec une lame très effilée et d'une forme spéciale. Poirot eut l'air songeur. Le nouveau Lord Edgware, reprit Japp, insiste sur sa plaisanterie, qui n'est pourtant pas très drôle. Il s'amuse beaucoup de se voir soupçonné de meurtre. N'est-ce pas bizarre? Oui, dit Poirot. La mort de son oncle est pour lui providentielle, ajouta l'inspecteur. Le voilà maintenant dans cette demeure somptueuse. Où habitait-il avant? Martin Street, une rue qui donne dans St. George's Road, un quartier peu reluisant. Vous pourriez en prendre note, Hastings, je le fis sans en comprendre la raison. Puisque Ronald vivait à Regent Gate, quelle nécessité de noter son adresse précédente? Japp se leva. Pour moi, c'est Miss Adams la coupable. Je vous félicite d'avoir découvert cela, monsieur Poirot. Malheureusement, je ne discerne pas le mobile qui aurait poussé cette femme au crime. Je connais une personne qui possède un mobile très plausible et à laquelle vous ne prêtez aucune attention, remarqua Poirot. Qui ça? Le gentleman qui, d'après la rumeur, désirait épouser la femme de Lord Edgware. En d'autres termes, le duc de Merton. Il a certainement un mobile, dit Japp en riant, mais un homme dans sa situation ne peut vraisemblablement s'abaisser à commettre un assassinat. En tout cas, il se trouve à Paris. Alors, sérieusement, vous ne le considérez pas comme suspect? Et vous, monsieur Poirot? S'esclaffant devant l'absurdité d'une telle idée, Japp nous quitta. Chapitre 17. Le maître d'hôtel. Le lendemain, nous prîmes quelques repos, tandis que Japp déployait une activité débordante. Il vint nous rendre visite à l'heure du thé. Il semblait en colère. « Je viens de commettre une bévue. »« Impossible, mon ami, dit Poirot poliment. »« Si, malheureusement. Il proféra un mot qu'on ne saurait reproduire, de maître d'hôtel m'a glissé entre les doigts. Il a disparu? Oui. Ah, la fripouille! Calmez-vous. Facile à dire. Mais on m'a houspillé en haut lieu. Japp avait l'air vraiment malheureux. Poirot poussa quelques gloussements de compassion. Plus familier avec le caractère anglais, je remplis un verre de whisky et soda et le plaçai devant l'inspecteur.
Merci, capitaine. C'est pas de refus. Il but et poursuivit d'un ton moins tragique. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que c'est lui le meurtrier. Sa fuite paraît suspecte, mais peut s'expliquer d'autres façons. Je commençais à le surveiller. Il fréquentait des boîtes de nuit de mauvaise réputation. Je le répète, c'est une vraie fripouille. Cela explique sa fuite. Il redoutait d'être pris pour quelque autre exploit. De plus en plus, je suis persuadé que c'est Miss Adams la coupable, sans toutefois en avoir aucune preuve encore. J'ai envoyé des hommes fouiller son appartement, mais ils n'ont rien découvert d'utile. Elle ne conservait aucune correspondance, à part quelques papiers d'affaires et des contrats, tout classés en bon ordre, et 2 lettres de sa sœur de Washington. Elle était d'un caractère discret, dit Poirot. Pour nous, c'est regrettable. Je me suis entretenu avec la femme qui la servait. Rien à en tirer. J'ai aussi été voir son ami qui tient un magasin de mode. Ah, et que pensez-vous de Miss Driver? C'est une personne d'une très vive intelligence. Malheureusement, elle ne m'a été d'aucun secours. Il m'a fallu courir partout pour découvrir en fin de compte que la demoiselle allait dîner et danser avec divers jeunes gens, dont aucun, du reste, ne lui est particulièrement attaché. Il y avait Lord Edgware, Mr. Brian Martin, vedette de cinéma, et une demi-douzaine d'autres. Monsieur Poirot, il ne faut pas soupçonner une complicité masculine. Nous finirons par trouver qu'elle seule a commis le crime. En attendant, je cherche le lien qui existait sûrement entre elle et la victime. Sans doute devrais-je me rendre à Paris, car le mot Paris était gravé sur la petite boîte en or et le défunt Lord fit plusieurs séjours dans la capitale française au cours de l'automne dernier pour acquérir des antiquités et des tableaux. Je tiens ce détail de Miss Carroll. Oui, il faut que j'aille à Paris. Je prendrai le bateau dès demain après-midi. Votre esprit énergique et plein de décisions m'éblouit, mon cher Japp. Vous, au contraire, sombrez dans la paresse. Vous restez là, assis, en train de réfléchir. À quoi bon? Il faut se remuer au lieu d'attendre que les alouettes vous tombent toutes rôties dans le bec. La petite bonne ouvrit à ce moment la porte et annonça Mr. Brian Martin. Monsieur, monsieur, il demanda si vous pouvez le recevoir. Je vous quitte, dit Japp en se levant. Toutes les étoiles de cinéma viennent vous consulter. Un mot encore, dit Poirot. Comment Lord Edgware a-t-il disposé de sa fortune? Il a légué ses propriétés à sa fille, 500 livres sterling à Miss Carroll. Et c'est tout. Un testament des plus simples, comme vous voyez. Quand a-t-il été rédigé? Après le départ de sa femme, voilà un peu plus de 2 ans. Il ne lui accorde aucune part dans son héritage. Quelle rancune tenace, murmura Poirot. Japp sortit en nous disant « À bientôt ». Brian Martin entra, vêtu de façon impeccable, c'était réellement un beau spécimen d'homme, mais il avait l'air sombre. Excusez-moi d'avoir tardé à revenir vous voir, monsieur Poirot. Je crains d'avoir abusé de votre temps pour rien. Vraiment? Oui. J'ai vu la dame dont je vous ai parlé. Elle refuse catégoriquement de vous mettre dans le secret. Je regrette vivement de vous avoir dérangé. Cela ne fait rien. Je m'y attendais. Hein? Fit l'acteur surpris. Vous savez donc de quoi il s'agit? Pas exactement, monsieur Martin, mais un détective bâtit toujours des hypothèses, si elles se réalisent. Alors il conclut. Pourrais-je connaître vos conclusions? Autre principe, un détective doit se taire. Je vous dirai simplement que je me suis formé une opinion dès que vous m'avez parlé de l'homme à la dent en or. Vous m'étonnez de plus en plus. Où voulez-vous en venir? Si vous consentiez seulement à me donner quelques explications? Poirot sourit et hocha la tête. Changeons de conversation. Si vous le voulez, mais d'abord veuillez me dire combien je vous dois. Poirot l'agita la main. Pas un sou. Je n'ai rien fait pour vous. Et lorsqu'un cas m'intéresse, j'écarte la question d'argent. Je n'ose insister, dit l'acteur un peu gêné. Et après un silence, il demanda « N'est-ce pas un inspecteur de Scotland Yard que j'ai rencontré il y a un instant dans l'escalier ?»« Si, l'inspecteur Japp. Je ne l'ai pas reconnu sur le moment. Il est venu me voir pour m'interroger sur la pauvre Carlotta Adams. Vous la connaissiez bien? J'ai été son camarade d'enfance en Amérique, mais depuis, je l'ai à peine vue. Cependant, sa mort m'a fait beaucoup de chagrin. Elle était charmante. Je ne comprends pas son suicide. Il est vrai que je ne sais rien de ses affaires personnelles. Je l'ai dit à l'inspecteur. Je rejette, pour ma part, la version du suicide, déclara Poirot. Il fit une pause et ajouta
Ne trouvez-vous pas que le mystère de la mort de Lord Edgware se complique? C'est vrai. Mais, monsieur Poirot, maintenant que Jane est tout à fait hors de cause, soupçonne-t-on quelqu'un d'autre? Oui, il y a du moins de fortes présomptions. Brian Martin parut troublé. Sur qui? Le maître d'hôtel de Lord Edgware a disparu. Une fuite en de telles circonstances constitue presque un aveu. Le maître d'hôtel? Vous me surprenez. Un fort beau jeune homme. Il vous ressemble un peu, dit Poirot avec un salut. Brian Martin eut un demi-sourire. Vous me flattez? Non, 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 non. Est-ce que toutes les femmes n'ont pas la photographie de Brian Martin? Est-il indifférent à une seule? Vous exagérez, dit l'acteur en se levant. Merci encore, monsieur Poirot. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Il nous serra la main. Dévoré par la curiosité, j'interrogeai Poirot dès que notre visiteur eut refermé la porte derrière lui. Poirot, vous attendiez-vous, en réalité, qu'il renoncerait à approfondir l'histoire de ces filatures en Amérique? Vous me l'avez entendu dire, Hastings. Mais alors? Eh bien, vous devez savoir qui est la mystérieuse jeune fille de qui il a dû prendre la vie. Mon ami, j'ai ma petite idée. Comme je l'ai déjà dit, elle m'est venue en entendant parler de la dent en or, et si mon hypothèse se justifie, je sais qui est la jeune fille et pourquoi elle a dissuadé Brian Martin de se confier à moi. Vous en seriez au même point si vous essayez de faire usage de votre cerveau. Chapitre 18. Le prétendant. Je n'ai pas le dessein d'exposer en détail l'instruction sur le décès de Lord Edgware et de Carlotta Adams. Mort accidentelle, telle fut la décision des magistrats en ce qui concerne la seconde affaire. L'instruction de la première fut ajournée après identification et examen médical de la victime. L'examen des viscères révéla que le décès avait eu lieu au moins 1 heure et au plus 2 heures après la fin du repas, ce qui fixe l'heure du crime entre 10 et 11 heures du soir, plutôt peu après 10 heures. On garda le secret sur la substitution de personnalité entre Jane Wilkinson et Carlotta Adams. Les journaux publièrent le signalement du maître d'hôtel en fuite et tout le monde resta sous l'impression que c'était lui le meurtrier. On l'accusa d'avoir forgé de toutes pièces son histoire de la visite de Jane Wilkinson en omettant d'ajouter que son témoignage avait été corroboré par celui de la secrétaire. Dans tous les journaux, les détails concernant le meurtre occupaient des colonnes entières, sans apporter en fait le moindre renseignement. Pendant ce temps, Japp se démenait et l'inertie de Poirot m'irritait à l'extrême. Je le soupçonnais de vieillir et j'essayais de le secouer. Voyons. Cher ami, remuez-vous. C'est Japp qui fait tout le travail. Vous m'envoyez ravi. Je ne partage pas votre optimisme. Je voudrais vous voir enfin mettre la main à la pâte. C'est ce que je fais. Comment? J'attends. Vous attendez quoi? Que mon chien me rapporte le gibier, répondit Poirot. Qu'entendez-vous par là? Je fais allusion à ce bon Japp. Il dispose de moyens que je n'ai pas. Sans doute ne tardera-t-il pas à venir nous donner de ses nouvelles. Avec une ténacité persistante, Japp continuait son enquête. Il avait fait chou blanc à Paris, mais 2 jours plus tard, il monta nous voir, l'air très satisfait de lui-même. L'enquête exige du temps et de la patience, dit-il, mais elle avance peu à peu. Mes félicitations, mon ami. Oui. J'ai découvert que le soir du crime vers 9 heures, une dame blonde a déposé une mallette à la consigne de la gare d'Euston. La mallette de Miss Adams a été montrée au préposé qui l'a nettement reconnue. Euston, ah oui. Station importante, la plus proche de Regent Gate. Sans doute y est-elle entrée pour se maquiller au lavabo et y a laissé ensuite ce mallette. Quand la mallette fut-elle retirée? À 10h30, par la même personne. Poirot approuva d'un signe de tête. Autre découverte, poursuivit Japp. J'ai tout lieu de croire que Carlotta Adams se trouvait au Lyons Corner dans le Strand à 11 heures. Ah, voilà qui est intéressant. Comment êtes-vous arrivé à le savoir? Ma foi, plus ou moins par hasard. Comme vous le savez, les journaux ont parlé de la petite boîte en or aux initiales de Ruby. Un reporter a relevé ce détail dans un article ayant trait à l'usage de la drogue dans les milieux du théâtre. Cet article, publié dans un journal féminin du dimanche, faisant mention de la petite boîte en or, donnait un portrait pathétique de la jeune femme devant qui s'ouvrait une magnifique carrière. Et l'auteur se demandait où elle avait passé sa dernière soirée et si quelque chagrin intime l'avait poussée à mettre fin à ses jours. Alors, il paraît qu'une des serveuses de chez Lyon
ayant lu cet article, s'est rappelé avoir eu ce soir-là une cliente qui tenait en main une boîte semblable, et elle se souvenait même des initiales CA. Très intriguée, elle en avait parlé à toutes ses camarades. Un jeune journaliste a interviewé la serveuse et dans le prochain Cri du soir, vous pourrez lire un article également pathétique, Les dernières heures d'une jeune artiste. L'attente anxieuse, celui qui ne vient pas au rendez-vous. L'intuition de la serveuse qui devine la souffrance d'une femme. Vous connaissez cette littérature stupide, monsieur Poirot? Et alors? Eh bien, nous sommes en excellents termes avec les journalistes du Cri du soir. Ils m'ont donné le tuyau parce qu'ils voulaient avoir des détails sur une autre affaire. J'ai filé jusque chez Lyon. J'ai vu la serveuse, et son récit ne permet aucun doute. Elle n'a pu reconnaître la photographie de Carlotta entre plusieurs autres, mais elle n'avait pas prêté une attention particulière aux traits de la femme. Une brune, jeune et élancée, très élégamment vêtue, et qui portait un petit chapeau à la mode. Les femmes devraient observer davantage les visages et un peu moins les chapeaux. La physionomie de Miss Adams se fixait difficilement dans l'esprit, remarqua Poirot. Ses traits possédaient une mobilité d'expression extraordinaire. Vous avez raison. D'après la serveuse, cette cliente tenait une mallette à la main. L'employé avait été surtout intrigué par le fait qu'une personne aussi élégante se promenât avec une mallette. Elle commanda un léger repas et, comme si elle attendait quelqu'un, elle ne cessait de consulter sa montre-bracelet. En lui remettant l'addition, la jeune fille aperçut la boîte en or. La cliente la prit dans son sac à main et la posa près d'elle, sur la table, l'ouvrit, puis la referma. La serveuse admira et envia la jolie boîte. La cliente, selon toute apparence Miss Adams, demeura quelque temps après avoir réglé sa note, puis, ayant une dernière fois regardé l'heure à sa montre, elle s'en alla. Poirot fronça le sourcil. « Il s'agissait donc d'un rendez-vous, murmura-t-il, un rendez-vous avec quelqu'un qui ne vint pas. Carlotta Adams a-t-elle rencontré cette personne ensuite? Ou bien est-elle rentrée chez elle et lui a-t-elle téléphoné? Je voudrais bien le savoir. Alors, vous tenez toujours à votre hypothèse de l'homme qui a poussé la femme au crime? Cela ne tient pas debout. Nous savons ce qui s'est passé. Carlotta a perdu la tête et a tué Lord Edgware. Mais elle ne tarde pas à retrouver son sang-froid, transforme son aspect extérieur à la station d'Euston, reprend sa mallette et va à un rendez-vous donné auparavant. À ce moment, se produit ce qu'on appelle la réaction. L'horreur la saisit à la pensée de son acte. L'absence de son amie au rendez-vous la démoralise tout à fait. Cette amie savait sans doute que ce soir-là, elle devait aller à Regent Gate. Comprenant que tout va être découvert, elle considère sa petite boîte en or. Une dose un peu trop forte de cette poudre et tout sera fini. Pour moi, c'est aussi apparent que le nez au milieu de votre visage. Poirot porta la main à son appendice nasal. Nulle part. Je ne vois trace de votre homme dans la coulisse, reprit Japp. Jusqu'ici, je n'ai pas établi le lien qui existait entre Miss Adams et Lord Edgware, mais j'y arriverai. C'est une question de temps. Mon voyage à Paris a été décevant. Cependant, j'y ai laissé 2 de mes limiers et j'espère qu'ils réussiront à dénicher quelques faits nouveaux. Naturellement, vous n'en croyez rien. Laissez-moi vous dire que vous avez une tête de mule. Allons, je m'en vais. Quels sont vos ordres? Termina Japp d'un air facétieux. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais plutôt une suggestion. Laquelle? Je voudrais que vous trouviez le taxi qui a pris en charge 1 ou 2 personnes dans le voisinage de Covent Garden pour aller à Regent Gate la nuit du crime, vers 11h moins 20. L'œil de Japp s'alluma soudain. Bien, c'est entendu. Vous avez quelquefois de bonnes idées. À peine l'inspecteur était-il sorti que Poirot se leva et, d'un geste énergique, se mit à brosser son chapeau. Mon ami, ne me posez pas de questions. Cette fois, dis-je, c'est inutile. Je devine aisément votre pensée. Y croyez-vous réellement? Mon ami, si vous me permettez une remarque, votre cravate me déplaît. Elle est pourtant bien jolie. Changez-la, je vous en prie, et brossez-vous. Devons-nous rendre visite au roi George? Non. J'ai lu ce matin dans les journaux que le duc de Merton est rentré à Londres. Je désire lui présenter mes hommages. Pourquoi allons-nous voir le duc de Merton? Parce que je désire faire connaissance avec lui. C'est tout ce que je pus tirer de Poirot. À la résidence du duc de Merton, un valet de pied nous demanda si nous étions attendus.
Poirot répondit négativement. Le domestique prit la carte et reparut peu après pour nous transmettre les regrets de sa grâce, trop occupée pour nous recevoir. Poirot s'assit aussitôt sur une chaise. Très bien, j'attendrai. J'attendrai même plusieurs heures s'il le faut. Ce ne fut point nécessaire. Comme le moyen le plus expéditif de se débarrasser d'un visiteur importun et de le recevoir incontinent, Poirot fut sans retard introduit en présence du duc. Celui-ci avait environ 27 ans. Maigre et jeune, il n'était guère imposant. Ses cheveux d'une nuance indéfinissable se raréfiaient aux tempes. Sa bouche mince avait un pli amer et ses yeux sans éclat semblaient rêver. Tel était l'homme sur qui Jane Wilkinson avait jeté son dévolu. Il nous reçut de façon tout juste polie, assis devant une table où se trouvait une lettre commencée. « Vous me connaissez peut-être de nom ?» demanda Poirot. « Je ne me rappelle pas l'avoir déjà entendu. Je me consacre à l'étude de la psychologie criminelle. Quel est l'objet de votre visite ?» Poirot lui faisait face, le dos à la fenêtre, et le visage du duc se trouvait en pleine lumière. En ce moment, je poursuis une enquête personnelle sur les circonstances qui, d'une manière directe ou indirecte, se rattachent à la mort de Lord Edgware. Pas un muscle ne bougea dans la figure maigre du duc de Merton. « Vraiment ? Je ne connaissais pas Lord Edgware. Je crois que vous connaissez sa femme, Miss Jane Wilkinson ? En effet. Vous devez savoir qu'elle avait de fortes raisons de souhaiter la mort de son mari. Je ne suis nullement au courant. Votre grâce, permettez-moi de vous poser une question. Vous disposez-vous à épouser sous peu Miss Jane Wilkinson ? Lorsque j'aurai pris l'engagement de me marier, la presse se chargera d'annoncer cette nouvelle. Je considère votre question comme une impertinence. Au revoir. » Il s'était levé. Poirot, l'air penaud, bégaya. « Je ne pensais pas. Je vous demande pardon. » « Au revoir, répéta le duc. Nous sortîmes couverts de honte. Ce n'a pas marché, dis-je à Poirot avec sympathie. Quel homme insolent et orgueilleux. Pourquoi donc vouliez-vous le voir? Je tenais à savoir si lui et Jane Wilkinson allaient réellement se marier. Ne vous l'a-t-elle pas dit? Bien sûr. Mais une femme de son espèce raconte ce qui lui plaît. Peut-être a-t-elle décidé de l'épouser, et lui ne s'en doute même pas. En tout cas, il vous a envoyé promener. Il m'a répondu comme à un reporter. N'empêche que je sais tout ce que je désirais savoir. À quoi l'avez-vous deviné? À son attitude? Pas du tout. Au moment où nous sommes entrés, il écrivait une lettre. Oui. Eh bien, au cours de mon apprentissage dans la police belge, j'ai appris qu'il était très utile de lire l'écriture à l'envers. Vous répéterai-je ce qu'il disait dans cette lettre? Ma chérie, je ne puis attendre davantage pour vous revoir. Jane, mon ange radieux, comment vous dire à quel point vous m'êtes chère? Vous avez tant souffert. Votre nature délicate et généreuse. Poirot, m'exclamai-je, scandalisé. Cela ne se fait pas! Vous dites des sottises, Hastings. Quelle absurdité de prétendre que cela ne se fait pas, puisque je l'ai fait! Je demeurai silencieux, incapable d'approuver que Poirot eût commis pareille indélicatesse. Il était tout à fait inutile de lire cette lettre, lui dis-je. Si vous lui aviez simplement expliqué qu'à la prière de Jane Wilkinson, vous aviez été voir Lord Edgware, il vous eût reçu différemment. Je ne puis trahir Jane Wilkinson, ma cliente. Parler de ses affaires à une autre personne serait faillir à mon devoir professionnel. Puisqu'elle doit épouser le duc, cela n'implique point qu'elle n'ait pas de secret pour lui. Et n'oubliez pas que j'ai un meurtrier à découvrir et que je dois songer à mon honneur de détective. Après tout, chacun conçoit l'honneur à sa façon, dis-je. Une grande dame. La visite que nous reçûmes le lendemain matin reste, selon moi, un des faits les plus surprenants de l'affaire. Je m'attardais dans ma chambre quand Poirot s'y glissa sans bruit, les yeux brillants. « Mon ami, nous avons une visite. »« Qui est-ce? La duchesse douairière de Merton. »« Pas possible. Que désire-t-elle? Accompagnez-moi en bas et vous le saurez. » Je m'empressai de le suivre et nous entrâmes ensemble au salon. La duchesse douairière était une femme de petite taille avec un nez busqué et des yeux autoritaires. En dépit de ses formes replètes, personne n'eût osé la qualifier de boulotte. Et bien qu'elle portât un costume noir passé de mode, on devinait en elle la grande dame. Elle ajusta son face à main et nous observa, moi d'abord, mon ami ensuite, puis s'adressant à Poirot d'une voix de commandement ferme et claire. « Vous êtes monsieur Hercule Poirot? À votre service, madame la duchesse.
Et voici mon ami, le capitaine Hastings. Il me prête son concours en certaines circonstances. » La vieille dame fit un petit salut de la tête et prit le siège que lui offrait Poirot. « Je viens vous consulter sur une question très délicate, monsieur Poirot, et je vous prie de considérer ma démarche comme entièrement confidentielle. » « Cela va sans dire, madame. C'est Lady Yardley qui m'a parlé de vous. D'après ce qu'elle m'a dit et la gratitude qu'elle éprouve à votre égard, je sens que vous êtes le seul capable de m'éclairer. Madame, soyez assurée que je m'y appliquerai de mon mieux. » Elle aborda son sujet, et cela avec une franchise directe qui me rappela de façon bizarre Jane Wilkinson en cette nuit mémorable à l'hôtel Savoie. « Monsieur Poirot, je m'oppose de toutes mes forces au mariage de mon fils avec l'actrice Jane Wilkinson. » Si Poirot éprouva quelque étonnement, il se garda de l'exprimer. Il répondit « Pourriez-vous me faire connaître ce que vous attendez de moi? Ce n'est pas facile. Ce mariage serait désastreux pour mon fils. Croyez-vous, madame? J'en suis persuadé. Mon fils ne connaît pas le monde, il vit dans l'idéal. Il a de l'éloignement pour les jeunes filles de son rang qu'il juge frivoles et sans cervelle. Mrs. Wilkinson possède, je l'admets, une beauté remarquable et aussi le don de captiver les hommes. Elle a ensorcelé mon fils. J'espérais que cette folie serait passagère, cette femme n'étant pas libre, mais à présent que son mari est mort. » Sa voix se brisa. « Ils ont l'intention de s'épouser d'ici quelques mois. Le bonheur de mon enfant est en jeu. Monsieur Poirot, il faut absolument empêcher cela. Je ne prétends point que vous n'ayez raison, madame. Cette union n'est nullement souhaitable. Mais qui puis-je? C'est à vous de le savoir. Agissez. » Poirot secoua lentement la tête. « Madame, votre fils, je le crains, refusera d'entendre quoi que ce soit contre cette personne. En outre, je ne pense pas qu'on puisse trouver grand-chose à dire contre elle. En fouillant son passé, on ne découvrirait sans doute aucun incident fâcheux. Elle a été, comment dirais-je, prudente. »« Je le sais, » murmura la duchesse. « Ah, vous avez donc déjà fait votre petite enquête ?» Sous le regard perçant de Poirot, la duchesse ne broncha pas. « Je ne reculerai devant rien pour empêcher ce mariage. Devant rien, » dit-elle avec énergie. « Peu importe l'argent. Monsieur Poirot, vous fixerez vous-même la somme. Mais il faut rompre ce projet d'union. Et vous seul en êtes capable. Je n'en fais pas une question d'argent, madame. Mais je ne puis rien tenter, pour une raison que je ne vous donnerai que tout à l'heure. En outre, laissez-moi vous prévenir que nos efforts demeureraient vains. Madame la duchesse, il m'est impossible de vous aider. Toutefois, si vous ne me jugez pas trop impertinent, me permettez-vous un conseil? » »« Lequel ? » ?»« Ne contrariez pas votre fils. Il est d'âge à fixer lui-même son choix. Si ce choix ne répond pas au vôtre, il ne s'ensuit pas que vous soyez dans le vrai. Si pour vous c'est un désastre, acceptez cette épreuve. Soyez toujours prête à venir à son secours s'il a besoin de vous. Mais ne le heurtez pas, ne le dressez point contre vous. Vous ne me comprenez pas. » Les lèvres tremblantes, la duchesse se leva. « Mais si, madame, je vous comprends très bien. Nul mieux que moi, Hercule Poirot, ne saurait comprendre le cœur d'une mère. Croyez-en ma longue expérience, madame la duchesse. Patientez, demeurez calme et dissimulez votre ressentiment. Le hasard peut encore empêcher ce mariage alors que votre opposition ne réussirait qu'à augmenter l'obstination de votre fils. Au revoir, monsieur Poirot, dit-elle avec froideur. Je suis vraiment déçu. Madame, je regrette infiniment de ne pouvoir vous rendre service. Vous me voyez placé dans une situation très délicate. Lady Edgware m'a déjà fait l'honneur de me consulter. Oh, je saisis à présent. Vous combattez dans le camp adverse. Voilà qui explique pourquoi Lady Edgware n'a pas encore été arrêtée. Comment, madame la duchesse? Vous avez fort bien entendu mes paroles. Pourquoi la laisse-t-on en liberté? On l'a vue dans la maison ce soir-là. Elle a rejoint son mari dans le salon bibliothèque. Personne d'autre n'a approché Lord Edgware le soir où il a été assassiné. Et cette femme n'est point sous les verrous. La police doit être corrompue jusqu'aux moelles. Après un soupçon de salut, elle s'en alla. « Peste! Quelle femme autoritaire !» m'exclamai-je. Cependant, je l'admire, parce qu'elle veut imposer à tous sa volonté. Elle n'a d'autre souci au monde que le bonheur de son fils. C'est vrai, Hastings. Mais pensez-vous que le duc commettrait une grosse sottise en épousant Jane Wilkinson? Hein? Vous croyez donc qu'elle l'aime réellement? Non, mais elle est éprise de sa situation et saura admirablement jouer son rôle de duchesse.
Elle est très belle et très ambitieuse. Je ne vois pas du tout que cette union soit un désastre. Le duc aurait très bien pu choisir une jeune fille de son rang qu'il aurait épousée pour des raisons identiques, et personne n'aurait trouvé à redire. Notez qu'en réalité, je suis du côté de la bonne maman. Je ne pus m'empêcher de rire en l'entendant désigner ainsi l'altière duchesse de Merton. Je ne ris pas, continua Poirot. Cette question prend une extrême importance, mon ami. Il me faut réfléchir. Avez-vous remarqué à quel point la duchesse est renseignée? Quelle personne vindicative! Elle est au courant de tout ce qui accuse Jane Wilkinson. Et elle ignore ce qui pourrait l'innocenter, ajoutai-je. Comment a-t-elle appris la visite de Jane à Lord Edgware? Jane a parlé au duc, qui a ensuite tout raconté à sa mère, suggérai-je. C'est possible. Toutefois, la sonnette du téléphone retentit à ce moment et je pris l'appareil. Mon rôle dans cette conversation se borna à répondre « oui » à intervalles variés. Enfin, je raccrochai le récepteur. C'était Japp. Tout d'abord, vous êtes un type épatant, comme toujours. Ensuite, il a reçu un câble d'Amérique. Troisièmement, il a trouvé le chauffeur de taxi. Quatrièmement, il vous prie d'interroger le chauffeur. Cinquièmement, il a répété que vous étiez un type épatant et que d'ores et déjà, il était convaincu que votre idée de l'homme dans la coulisse ne manquait pas d'intérêt. J'ai omis de l'avertir qu'une visiteuse venait d'accuser la police de corruption. Japp est enfin convaincu, murmura Poirot. C'est curieux qu'il adopte cette hypothèse au moment où je me disposais à en suivre une autre. Laquelle? Supposons que le mobile du crime n'ait rien à voir avec Lord Edgware, mais que quelqu'un éprouvait envers Jane Wilkinson une haine allant jusqu'à vouloir la faire pendre pour meurtre. Hastings. Hastings, allons voir ce brave Japp. Chapitre 20. Le chauffeur de taxi. Nous surprîmes Japp en train d'interroger un vieil homme portant lunettes, à la moustache rude, et qui parlait d'une voix rauque. « Ah, vous voilà, nous dit Japp. Tout marche comme sur des roulettes. » Voilà le dénommé Jobson qui a pris 2 personnes dans sa voiture à Longacre dans la nuit du 29 juin. C'est exact, approuva Jobson. Il faisait une nuit superbe, la jeune femme et le gentleman se tenaient près de la station de métro lorsqu'ils me hélèrent. Étaient-ils en habit de soirée? Oui, le monsieur en gilet blanc et la dame en blanc avec des oiseaux brodés dessus. Ils devaient sortir du Royal Opera. Quelle heure était-il? Pas tout à fait 11 heures. Ah, ils me demandèrent de les conduire à Regent Gate. Arrivé là, ils m'indiqueraient le numéro de la maison. Ils me dirent de me presser comme si je voulais flâner en toute. Les clients se ressemblent tous. Plus vite on arrive. Ça va, interrompit Japp. Et après? Quand j'arrivai à Regent Gate, ce qui me prit à peine 7 minutes, le gentleman frappa sur la vitre et je m'arrêtai. On était devant le numéro 8. Le monsieur et la dame descendirent. La dame traversa la chaussée et redescendit le trottoir en longeant les maisons. Le monsieur m'avait dit d'attendre. Debout près de la voiture, il me tournait le dos et regardait du côté de la dame. Je le suivis des yeux, de crainte d'être refait. On m'a souvent joué ce tour-là, aussi je l'avais à l'œil. Je le vis monter le perron d'une des maisons du trottoir d'en face et entrer. La porte était-elle ouverte? Non, mais il avait une clé. Quel était le numéro de l'immeuble? Ce doit être le 17 ou le 19. Comme il m'avait recommandé de rester à l'endroit où j'étais, je jugeais leur manège plutôt bizarre. 5 minutes plus tard, ils sortirent ensemble de la maison, revinrent à ma voiture et me demandèrent de les conduire à l'opéra. Ils firent stopper un peu avant Covent Garden et me payèrent généreusement, je dois le dire. Mais voilà que ça va me créer encore des ennuis. N'ayez pas peur, dit Japp. Tout ce qu'on vous demande, c'est de jeter un coup d'œil sur ces photographies et de nous dire si vous reconnaissez la jeune dame. Le policier disposa devant l'homme une demi-douzaine de portraits de femmes, d'allure assez semblable. La voici, déclara Jobson, indiquant sans hésitation celui de Geraldine Marsh en toilette du soir. Vous en êtes bien sûr? Aussi sûr que me voici, une brune au teint pâle. Et l'homme? Japp tendit au chauffeur un autre groupe de photographies. Il les considéra attentivement, puis hocha la tête. Ma foi, sans trop affirmer, ce serait peut-être un de ces deux-là. Parmi les photographies se trouvait celle de Ronald Marsh. Jobson ne l'avait pas du tout repéré, mais il venait de désigner 2 autres hommes du type de Ronald. Japp remercia le chauffeur et le congédia. « Ce n'est pas mal, dit-il.
Quant à l'identification de Marsh, elle était assez difficile. Je n'ai pu mettre la main que sur une vieille photo datant de 7 ans. Mais, pour moi, aucun doute ne subsiste, et voilà 2 alibis entièrement renversés. Poirot, je vous félicite d'y avoir songé. Poirot prit un air modeste. Lorsque j'appris que lui et sa cousine avaient passé la nuit à l'opéra, il me parut plausible qu'ils se fussent donné rendez-vous à l'un des entr'actes. Naturellement, les gens qui se trouvaient avec eux ne se doutent point de leur expédition nocturne, mais une demi-heure suffit amplement pour aller de Covent Garden à Regent Gate et en revenir. À entendre le nouveau lord proclamer si chaleureusement son alibi, je flairais quelque chose de louche. Mon vieux Poirot, vous êtes bien soupçonneux, et ma foi, vous avez raison. Le nouveau lord Edgware est certainement le coupable. Voyez plutôt ceci. Il tendit un papier à mon ami. Un câble de New York. La police américaine a vu Lucy Adams. La lettre de sa sœur venait de lui parvenir le matin même. Elle a refusé de se dessaisir de l'original, mais voulut bien permettre à l'inspecteur d'en prendre copie. Lisez. C'est concluant. Poirot s'empressa de prendre le câble, que je lus par-dessus son épaule. Texte de la lettre reçue par Lucy Adams, datée du 29 juin 8, Rosedew Mansions, London SW3. Ma chère petite sœur, excuse-moi de t'avoir écrit une lettre si courte la semaine dernière, mais j'étais très occupé. Enfin, le succès a couronné mes efforts. La presse a été magnifique et tout le monde me comble de gentillesse. Je possède ici quelques amis sincères et je songe à louer l'année prochaine un théâtre pour 2 mois. Le sketch de la danseuse russe a beaucoup plu, ainsi que celui de l'américaine à Paris. Je suis si ému en ce moment que je sais à peine ce que j'écris et tu vas comprendre pourquoi dans un instant, mais d'abord il faut que tu saches comment on m'apprécie. Mr. Ergesheimer, avec son amabilité habituelle, m'a promis de m'inviter à déjeuner pour me faire rencontrer Sir Montagu Corner, qui pourrait m'aider puissamment. L'autre soir, j'ai parlé avec Jane Wilkinson, qui s'est montrée enthousiaste sur la façon dont je l'ai imitée. Et voilà qui m'amène à la nouvelle que je veux t'apprendre. Je n'éprouve pas pour cette femme une grande estime parce que j'ai entendu parler d'elle tout récemment par quelqu'un qui la connaît très bien. Il paraît qu'elle est sournoise et méchante. Tu sais qu'en réalité, elle est l'épouse de Lord Edgware. Il n'est pas non plus une perfection. Il a abominablement traité son neveu, le capitaine Marsh dont je t'ai parlé. Celui-ci me l'a raconté lui-même et cela m'a fait de la peine. Mon imitation de Jane Wilkinson l'a tellement frappé qu'il m'a dit « Je prétends que Lord Edgware lui-même s'y laisserait prendre. Voulez-vous parier? Combien? » dis-je en riant. Ma chère Lucie, sa réponse me coupa net la respiration. 10 000 $. Songe-y, ma chérie, 10 000 $. Et cela simplement pour faire une farce. Comment donc, lui répondis-je à ce compte-là, je veux bien mystifier le roi à Buckingham et encourir le risque de lèse-majesté. Puis nous avons discuté les détails. La semaine prochaine, tu sauras le reste, si oui ou non on m'a découverte. Quoi qu'il arrive, ma chère Lucie, en cas de succès ou d'échec, je toucherai les 10 000 $. Oh, ma petite sœur chérie, que de bonheur pour nous deux avec cet argent. Je n'ai pas le temps de t'en écrire davantage, car je vais à présent mettre mon projet à exécution. Je te quitte, ma petite sœur chérie, en t'embrassant des milliers de fois. Carlotta. Poirot posa lentement la dépêche sur la table. Je devinais son émotion. « Nous le tenons enfin !» s'écria Japp. « Oui, dit Poirot, d'une voix sans timbre. » Japp le considéra avec curiosité. « Qu'avez-vous, monsieur Poirot ?»« Rien. J'avoue cependant que je m'attendais à autre chose. »« Comment? Vous l'aviez prévu ainsi depuis longtemps ?» Ne disiez-vous pas qu'un homme dans la coulisse avait dû persuader la jeune fille d'exécuter cette mystification innocemment? Oui. Oui. Eh bien, que demandez-vous de plus? À mon avis, c'est une chance inouïe pour nous que Carlotta ait écrit cette lettre. Le meurtrier ne l'avait point prévu, dit Poirot. Lorsque Miss Adams accepta ses 10 000 $, elle signa son arrêt de mort. L'assassin croyait avoir pris toutes ses précautions et, cependant, sans le vouloir, elle le dénonce. La mort parle. Je n'ai jamais cru que Miss Adams agissait pour son propre compte, proféra Japp sans rougir. À présent, procédons par ordre. Vous allez arrêter le capitaine Marsh, c'est-à-dire Lord Edgware. Pourquoi pas? Nous possédons suffisamment de preuves de sa culpabilité. C'est pourtant vrai. Vous semblez profondément découragé, monsieur Poirot. Ah.
On dirait que vous aimez à compliquer les choses. Votre hypothèse se confirme et vous n'êtes pas satisfait. Découvrez-vous quelques failles dans ce témoignage? Poirot secoua négativement la tête. Je me demande ce que vient faire ici Miss Marsh, dit Japp. Sans doute est-elle complice, puisqu'ils ont quitté l'opéra ensemble pour se rendre à Regent Gate. Je vais de ce pas les interroger tous les deux. Ma présence ne vous gênerait pas? Demanda Poirot d'un air modeste. Certes non. C'est à vous que je dois cette idée. Qu'avez-vous, Poirot? Demandai-je en aparté à mon ami. Hastings, je suis consterné. Tout cela paraît simple comme bonjour, mais je sens là-dessous quelque chose de louche. Il existe certainement un fait qui nous échappe. Tout semble confirmer mes présomptions, mais ce n'est pas du tout ce que je souhaitais. Il me considéra d'un air lamentable. Je ne sus que répondre pour le consoler.